Avec ça que j'ai besoin de dealer tout le temps. Non, c'était pas ça, parce que ça, c'est la deuxième fois qu'on recommence. Puis là, tantôt, la première session, c'est toi, j'attendais la fin de ta story. Non. Moi, je retourne un courriel. C'est un l'appui. courriel important. Moi, je dis ça, je dis rien, mais vous avez la preuve à l'appui que c'est monsieur qui est tout le temps sur On peut-tu faire un montage des deux? Ben, j'aimerais savoir la preuve que j'attendais après ça, la story. Ah, c'est juste parce que t'es pas capable d'en faire une. Arrête donc. Fait que c'est moi qui ai toute la charge de travail. Hein, ça se peut-tu, à cette génération-là, comme ils l'ont tough? Et tu réalises-tu que ça, c'est les premières images du premier épisode de Max et Livia, le podcast? Bienvenue chez nous! Exactement. Encore une fois, nous autres, hein, le brainstorm de... de toute façon, on fait le même gag à chaque fois qu'on arrête. Exact. On s'assume. Max, le monde comprend le principe. Ouais. Mais tu sais quoi? C'est notre brand. Puis on aime ça. Puis ça match avec nous. Fait que go! Mais en fait, ce que j'aimerais que les gens apprécient surtout, c'est que pour une fois, moi, j'ai fait un effort vestimentaire pendant que tu étais en pantoufle, puis ensuite prendre ça à côté de moi. Madame est en révolte ici à exactement. côté. Pendant que le chien décide que c'est le temps de se laver les fesses. Ça va bien. Ça va bien. Non, mais c'est vrai, pour une fois, j'ai voulu appuyer un peu ton look. On est bien. Ton pas look, dans le fond. Non, mais moi, je suis content parce que, tu sais, on a magasiné ça ensemble. Oui. Ça, c'est... honnêtement, c'est... Moi, quand j'aime un chandail, je prends le même chandail de toutes les couleurs. Oui, je sais. C'est vrai, il y en a comme 4 de la même couleur, puis ils mixent and match. J'ai acheté... On a acheté 8 chandails pour moi, puis sur les 7, il y a des chandails. Il y a juste 2 sortes de chandails, mais des couleurs différentes. Avec des 3 boutons, essaie pas de me changer. Non, c'est correct, j'ai abandonné il y a pas bien longtemps. Mais, oui, j'ai eu. Exact. Mais aussi, il faut se dire que papa, il était super stressé avec ses outfits, mais je pense que le but aussi de ce podcast-là, puis c'est la première fois, ce podcast c'est de montrer mes talk-show-là. insécurités. Aussi, on peut faire ça, moi, ça me dérange pas. Mais, tu sais, c'est d'être relax. C'est notre podcast. On peut être en pyjama. Tu sais, même que je pense qu'à un moment donné, on pourrait arriver en pyjama. J'encouragerais ça à chaque épisode. Là. Ouais, hein? Okay. On écoute les Fais-le commentaires. à ton mood. Tu t'habilles comme tu veux quand tu Enfin. veux, puis il n'y a pas de règles ici. Ouais, ben, sais-tu, parce que je m'habillais aussi quand même straight, je voulais aussi être relax. J'ai mes bas blancs de hockey. Ça, c'est tantôt qu'on en parle? Ouais. Non, c'est ma zone de confort, ça. Je suis un peu superstitieux quand je suis nerveux. Je suis un petit peu nerveux. Parce que là, évidemment, c'est notre premier podcast, puis là, on sait que tout le monde a un podcast. Ouais. Tu sais, je pense que si t'as pas de podcast, t'es out. Ouais, c'est ça, t'es pas cool. Mais honnêtement, non, joke à part, on voulait... tu sais, on a fait le talk show au Festival Juste pour rire cet automne. Puis on voulait juste amener ça ailleurs. Puis avec, mais c'est un mix des deux, puis je pense que c'est parfait pour nous, là. Ouais, on va surtout évidemment dire bonjour et merci à Junior et Cindy de Juste pour rire qui nous ont approchés avec l'idée. Fait que. Puis qui nous ont suivis jusqu'au bout, même avec. Exactement. Elle nous a enduré. Ouais, c'est ça que je voulais dire. 2 TDAH et un chien. Ça doit être un show télé, ça. Honnêtement? Ouais. En fait, c'est quoi, laisse faire Max et Livia, puis on écrit on une série. scrape le projet, on recommence, guys! 2 TDAH et un chien qui essaie de fonctionner dans la société. Donc, bienvenue officiellement au podcast. Pour les 2 premiers épisodes, écoute, encore une fois, je sais pas pourquoi je me focus là-dessus, mais moi, je change en 2 kits. Il y en a 3, 4, j'ai rien compris, ça part de tout. Fait que c'est pas de suivre. Dites-vous pas, quand vous allez nous voir, dire ils sont pas bien pareils, pourquoi? Posez-vous. Pas de questions, j'ai de la misère à suivre. Faut vraiment pas se poser de questions, mais un peu dans le même principe qu'il n'y a pas de règles ici. Tu sais, ça. Pourquoi tu bouges tes mains comme si t'étais un rapper des années 80? Parce que c'est ça le swag. Ouais? Tu prends pour genre Eminem? Exact. Et, non, mais c'est ma seule référence rap. Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent, ça s'arrête là. Parfait, ben j'ai la tresse de Snoop Dogg, j'ai la tresse de Snoop Dogg. Mais juste question de... Parce que ça va arriver souvent qu'on s'interrompt, parce qu'évidemment... On a-tu dit qu'on était TDAH, je voulais juste le souligner. Est-ce que vous l'avez remarqué? On se demandait quel genre de podcast qu'on voulait, puis on s'est dit ce serait fun d'avoir un hybride entre un talk show et justement le podcast. Fait que ça va dans tous les sens. Des fois, il y a des thématiques qu'on suit. Un bon exemple, c'est comment on commence avec notre ami Rachid. Oui. Moi, j'avais préparé quelque chose et Rachid et ma fille ont décidé qu'on allait complètement ailleurs, sans même me consulter, me demander permission. C'est ça la beauté de la chose aussi, un peu. Non, mais c'était le fun, c'est logique. Oui. Et je suis vraiment content de baptiser notre carrière de podcast avec Rachid, suivi de Kim Ross. Oui. Et encore une fois, un bon exemple, j'ai parlé d'autres choses avec Kim, avec qui je fais de la radio, et elle nous a amené sur le fait qu'elle travaille sur le livre de son père, qui est Patrick Zabi, qui est le grand responsable de la tune Agadoudou. Oui.
Oui. Je pense que t'as pas le choix d'en chanter un bout. Non, c'est correct. Toi, tu veux-tu en chanter un bout? Si je recommence à boire un jour. Dans le fond, on a aussi... Ça nous tentait de faire un peu le tour du monde, d'aller voir comment que ça se passait ailleurs, d'avoir des nouvelles un peu tout le monde. Exact. Puis là, on commence avec Tant qu'à pas voyager. Ouais, c'est ça, on va voyager virtuellement. Fait que là, on commence avec Paul Taylor. Exactement. Qui est en France. Ouais, en fait, c'est une belle histoire. C'est un anglophone. Oui. Son père est anglais, sa mère irlandaise ou écossais. En tout cas, il y a un bon mélange de plein d'affaires dans sa famille. Note à nous-mêmes, mieux faire nos recherches. Mais il fait carrière en France avec un français impeccable. Et je vous confesse tout de suite que après qu'on soit parlé, moi c'était mon man crush. Oui, mais honnêtement, je veux qu'il soit mon ami. C'était super le fun, c'est une belle personne, il parle bien. En plus, son accent, il est comme anglais, mais genre d'Angleterre, fait que c'est full cool. Très... Oh non, regarde, c'est... Ouais. Il est jet set. C'est charmant, quoi. C'était juste top, quoi. OK, on peut maintenant commencer le podcast. On coupe ça. C'est le temps qu'on fasse ça. Puis on parle de linge, mais je tiens à souligner que Maxime Martin, en ce moment, est très stressé. Pourquoi? Plus stressé que moi. Il a la misère à se gérer. Ouais. D'habitude, il rôde ses vêtements. Ouais. Puis là, c'est des nouveaux vêtements. Pas juste ça, c'est que je suis content parce qu'avant qu'on fasse la clap, t'as dit « Hey, c'est le fun ton chandail fait ». Puis moi, quand je l'ai vu rentrer, ça m'a rassuré parce que Rachid, c'est la référence fashion des humoristes. Pour vrai? Oh oui, tu le sais, Non! Arrête. Dans les années. Mais ça, c'est Quand t'étais pas né. Ouais, c'est ça! Faut que je fasse un update. Arrête, non, t'es juste swell, comme on dit. J'ai mes là. mommy jeans aujourd'hui, fait que je suis Non, mais j'aime, bravo! Ah, nice, merci. Et Ça, c'est moi, j'ai H&M. un chandail de la même couleur que toi, fait que je me dis « Ok, fait que déjà ça me rassure ». Mais sans niaiser, si je suis allé magasiner hier parce qu'on commençait le podcast. Puis que les magasins sont ouverts. T'es un de mes bons chums, puis je suis nerveux d'interviewer un bon chum. Fait que oui, je me confesse. Bon. C'est correct, on est là pour ça. On est là pour ça. J'adore quand tu sors des affaires. Même si t'en as d'autres de même sur lui, tu veux le dire. Puis, toi, t'as jamais fait ça? Moi, si mettons, c'est pour un gala, la première de show, souvent, on a une des avant-premières puis tout, mais moi, je rôde mon linge. Ouais, t'es assez toc. Moi, pour savoir, oui. Qu'est-ce que tu veux dire par roder, genre... Je mettrais pas... Si j'ai un mauvais show avec du linge, je le remets pas. Ah, fait que t'es Louis-José Hood, là. Pas vrai, il fait ça? Non, le José, il y a ses boxeurs de show. S'il aimait pas, il n'y a pas un bon show. Non? Une affaire de même. Ouais. C'est très superstitieux. Écoute, moi, je me traîne. Mais il l'est aussi beaucoup, fait que c'est... Pas toi? Non, ça me surprend. Non, moi, je veux pas avoir l'air du gars qui a mis le même linge dans 2 émissions différentes. Ah, du gars du cochon qui Non, ça, j'ai pas de misère. Ouais, non, c'est ça, il y a 4 morceaux de vêtements, c'est ça. correct. Je peux avoir peut-être la même chemise qui ressemble, ou quoi que ce soit, ou le même vêtement, mais je peux pas mettre la même affaire. Si je me vois dans 2 entrevues, surtout si c'est, mettons, un mois, tu sais, je fais comme... Je comprends. Ça Les gens vont dire sa carrière va mal. Ouais, c'est ça. Il est habillé pareil, ça va pas bien ses affaires. Mais j'ai relaxé un peu, parce qu'avant, j'étais un peu plus uptight, là, un peu plus chic. Mais non, mais même dans ton côté relax, tu restes chic, c'est ça qui met de la pression pour du monde comme moi. Puis vois ça à quel point je suis freak. Ouais, c'est ça, là, les deux c'est commencé, là? Oui, c'est ouais. commencé. Mais t'inquiète, on fait du montage, on passera pas 15 minutes. J'étais comme, ok, c'est commencé. J'étais nerveux parce que j'ai 2 nouveaux morceaux. J'ai mes bas qui sont nouveaux, puis ce chandail-là. Ok, c'est beau. C'est comme un gros step, là. Mais si ça va mal, tantôt, tu vas l'enlever, tu vas le brûler. Dans la prochaine entrevue, je vais mettre mon autre paire de bas. Parce qu'elle marche. Ok. Est-ce que tu as déjà consulté? Ouais, c'est ça! Consulte encore. Ça fait partie. C'est correct, c'est correct. T'es-tu comme ça aussi avec le linge? Ben, non, moi, je suis un peu plus comme toi. Il faut que je change tout le temps. Ça me gosse si je remets la même affaire. OK. Mais je suis toc pareil. Fait que je suis un mix des deux. OK. Ben, je suis toc aussi, mais moi, c'est mes sœurs qui m'ont... Moi, j'ai grandi j'ai toujours en minorité masculine à la maison. Il y avait mon père puis moi. On était surrounded de femmes. Mais mes 2 grandes sœurs... Il me préparait déjà pour l'âge jeune adolescent ou jeune adulte, tu sais. Il t'habillait, genre? Non, mais il me disait... Pas comme une poupée, mais dans le sens qu'il donnait des conseils? Mais ils m'ont déjà maquillé une couple de fois, mais... Ouais, non, mais ça fait partie du terrible de une grande sœur. Je suis comme, c'est correct? Je suis normal. Mais non, mais il me préparait dans le sens, il me disait ce que les femmes aiment. Chez les hommes, mettons, comme être toujours des souliers propres. Là, c'est pas la bonne référence. Mais là, attends, c'est bon, ça, t'as eu une longueur d'avance. Ben, exact. La laine, les souliers, soit tu sais, comme les ongles. Qu'est-ce que les ongles? Ben, quand j'étais jeune, j'avais les ongles. Ça m'écoeure, quand j'étais jeune, je prenais pas soin de ça, j'avais des pellicules sur les épaules, là, tu sais. Ah oui, j'étais un reject, jusqu'à temps que j'arrive à l'âge d'adolescente. J'ai rien dit. J'aime ça. T'as pas au monde, t'as même pas vu les photos. J'ai vu des photos, puis c'était peint en masse. On m'appelait le tamoul parce que j'avais la coupe de René Simard, puis j'étais foncé plus qu'aujourd'hui.
Puis je sais pas si j'étais sale ou bronzé, mais bref, j'avais l'air d'un Pakistanais, là. Un vrai Pakistanais, tu sais. Fait que là, quand je suis arrivé à l'adolescence, j'étais devenu le rappeur chic. Fait que là, puis je mettais souvent... Ça a-tu été un 180 degrés? Complètement. Il y a du monde qui me reconnaissait plus. J'avais une coupe de cheveux, je mettais des petites lignes ici. Oh. OK, genre, t'es parti au mois de juin, t'es venu en septembre, puis c'était la métamorphose. C'était exactement un été. Exactement un été. C'est tout le temps de même, hein? La rébellion d'un été, là, c'est comme tu switches au complet. Exact. Puis Sylvia, c'est l'entourage aussi. J'ai commencé à avoir des amis d'origine haïtienne. Eux, ils étaient très stylés déjà. Il y avait leur cousin de New York qui leur montrait un peu comment s'habiller. Fait que, tu sais, je mettais les chemises à mes sœurs pour une raison. Quand j'avais 14-15 ans, puis j'étais un peu un fresh, la mode, c'était les chemises à pois. Ça revient en passant, là. À pois ou à carreau? Parce que moi c'était carreau. Non, à pois. C'était carreau. Non, mais n'importe quel pattern en ce moment, chemise à pattern, ça... Chaque 10-15 ans, ça revient. Exact. Fait que j'ai pas acheté bonne affaire, c'est ça vous me dites? Ben, ça, quand j'étais enfant, c'était à la mode, là. Les mama jeans, là, quand les années 80, c'était à grosse mode, là, ça revient. Fait que je mettais les chemises à mes sœurs, mais je décousais leurs épaulettes. Parce que dans le temps, ils mettaient des petites épaulettes. Là, dans le temps de Janet Jackson. Fait que j'arrachais ça. Personne ne se rendait compte que la chemise se boutonnait à l'envers. Parce que vu que c'était une fille, c'était... Il n'y a personne qui avait remarqué ça. Moi, j'arrivais à l'école avec ça, Manu. À l'école, en plus, OK, c'est next. Puis le parfum, puis tout. Mais, joke à part, ça t'a-tu donné... Tu disais justement, t'étais comme genre le reject avant, puis là, t'arrives de même... Changement aussi, confiance automatiquement, plus de confiance dans les corridors, puis... je vais aller plus loin. Je pense que c'était une confiance cachée. Fait à cause que je recevais beaucoup de commentaires, spécialement avec l'agence féminine, je me disais, je suis hot, je suis beau, je suis ci, je suis ça. Mais l'insécurité partait pas, parce que j'ai pas été la travailler à la base. Puis ça prend du temps, là, on va se le dire. Bien sûr, je suis jeune, je suis ado. Fait que d'après moi, en plus, c'est exactement. C'est le pire champ de bataille de exactement. Tout ça, c'est une confiance qui dure jusqu'à temps que tu pognes ton match. Puis à un moment donné, quand quelqu'un te dit que t'es laid, tu fais comment? Il me semble que j'ai passé une année à me faire dire que j'avais un style puis tout. Fait que tu sais, c'est temporaire. C'est parce que tout d'un coup, ça te donne du props. Parce que t'étais vraiment reject. Là. Je savais même pas danser, je savais rien faire. Pour vrai? Ben oui, j'étais dans moi, je pensais que tu dansais dans le salon depuis que t'avais l'âge de 5 ans. Oui, là. Je faisais des petits moves de Michael Jackson, mais tu sais, je connaissais rien de la musique. Je me rappellerai toujours ma première expérience avec la musique. C'est mon ami haïtien, Jean Molière, qui s'appelle. M'avait fait commander, je sais pas si tu te rappelles de ça, Columbia. Ben oui. Bon, c'est magique. Désolé. Non, mais c'est pas grave. Moi, t'expliquer, c'est que dans le temps, tu pouvais commander tes CD avec Columbia. Wikipédia. Okay. Fait que tu recevais un carton, puis tu pouvais cocher avec un crayon ce que tu voulais comme album qui venait de sortir. Tu renvoyais ça dans la malle, puis il te renvoyait tes CD. Ça commençait, t'avais un premier deal, genre, c'était 15 CD pour une scène, une pièce, j'ai un peu une toutes les jeunes... Après ça, l'arnaque arrivait. Après ça, tu changeais d'adresse. Exactement. Oui! C'est comme ça que tu t'en débarrassais. Tu te mettais membre de Columbia avant de déménager, puis après ça, t'étais après ça, merci, bonsoir. Puis je savais même pas c'était quoi du hip-hop, je savais même pas c'était quoi du rock, je savais rien, Fait que mon ami m'a aidé, il me disait, OK, ça, CDC, c'est ça, Bestie Boys. C'était quoi avant? Bon, Top 40, la radio? Rien, j'écoutais ce que mes sœurs jouaient, fait qu'un peu de Madonna, un peu des années 80. On a tout écouté Madonna oui, pour des raisons différentes. Duran, elle écoutait beaucoup. T'écoutais ça? Ben non, mais je sais quoi, mais j'écoute pas ça. J'ai réécouté un documentaire sur eux autres. Je les ai aimés les années 80. Moi, je voulais avoir les cheveux de John Taylor. Il y avait quoi, des cheveux comme... Ben, beaucoup de cheveux punk, un peu rouge. Mais moi, tu sais, je frisais naturel. Fait que j'avais des chums de filles qui essaient tu frisais? Pour vrai? Je sens que tu les avais vus, les photos. Tu frisais? Oui. Ton père frisait? Ouais. Mon père avait des cheveux. Oh! Ça aussi, c'est étonnant. Je vous montrerai ma photo de Mais graduation. excuse-moi. Attends, mais c'est vrai, le petit top ici. OK, mais ondulé ou... Genre boudin? Macaroni? Non. Ondulé. Ondulé. Mais- OK, wavy, comme ça. Exact. Là. OK. On a besoin d'archives. Y a Non, quelqu'un qui non, veut non, montrer non, ça? Pas genre, non. OK. Non, mais je vais vous montrer ma photo de graduation avec les boutons qui vont avec. T'avais des boutons? Ben là, tout le monde. As-tu eu des boutons jeune adolescente? Écoute, moi, j'ai 20 ans, je pense encore, je suis là-dedans. Là. Ouais. Je suis en plein là-dedans. Mais en fait, Mais- quand Les même, c'est hormones, quoi, je les suis fier filles, en d'elle plus, parce qu'elle là. met des photos de shooting. Ouais. Puis des fois, je regarde des stories d'elle, puis elle a comme une éclosion de boutons, puis elle s'assume. Puis je trouve que C'est hot, ça. C'est vraiment hot. Merci. Ouais, non, nous c'est autres, vrai. on faisait toutes les cachets. Moi, je cachais tout. Ouais, Ouais, mais je pense que, tu sais, c'est sûr qu'on est deux générations complètement différentes. Puis en tout cas, moi, d'avoir ce job-là, c'est aussi pas juste pour moi que je la fais, là. C'est comme de voir le résultat chez les gens qui aiment ce que je fais puis qui m'aiment en tant que personne. Ouais.
ça me fait capoter. Fait que de leur montrer ce côté-là, après ça, la réponse est juste le fun aussi. Là, le monde sont comme, wow, on se sent comme un peu plus inclus. C'est ce qu'ils vendent aujourd'hui. Oui, puis c'est pas juste une question de vendre. Je non, comprends oui, ton point. Ben, on s'entend, mais qui rejoint les gens. Exactement. Puis ça rejoint parce que, évidemment, je sais ce que c'est parler avec un crowd plus jeune. Jusqu'à aujourd'hui, quand ils ont sorti dans le journal 18-24 ans, j'étais étonné là, de savoir que je parle encore aux jeunes. Mais quand j'étais encore plus jeune, puis elle, à 20 ans, elle a commencé sa carrière beaucoup plus jeune que moi, elle parle à des gens très, très jeunes aussi. Puis ce monde-là, de savoir que toi, tu te laisses aller avec ça, ça va ouvrir en eux une certaine confiance. Puis ils vont se dire, tu sais quoi, Livia, elle le fait. Moi aussi, je vais m'en foutre de ça, puis je vais montrer. Parce que sinon, tu t'en tiens à ce que les réseaux sociaux, en majorité, vont t'indiquer de ce qu'est la beauté. Mais c'est pas ça, la beauté. C'est pas la perfection, puis c'est pas ci, puis c'est pas ça. Puis on sait tous que les gens les plus comblés, les plus dans la ouate, se plaignent le plus. Bien sûr. C'est comme... Mais bien sûr. Dès que la caméra est off, c'est fini. Là. Mais moi, j'aimerais ça qu'on remarque à quel point que je m'en suis bien tiré parce que je suis parti de mes cheveux ondulés à tes boutons. C'était quand même c'est ça, le switch. T'as rien vu, la grande, hein? Non, vraiment pas. Non, mais c'est bon que les artistes de ta génération fassent ça. D'un, vous êtes une génération beaucoup plus engagée que nous, on l'était. Et vous cherchez moins le fame, mais beaucoup plus être, comment je pourrais dire, pertinent. Puis faire sa place là-dedans, puis se démarquer aussi, là, ça fait partie de la game. Puis aussi, ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, mettons, vous, Instagram n'existait pas, puis à cette heure, c'est comme... Il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas rien. Mais quand même, les artistes que vous regardiez, c'est eux que vous suiviez. C'est important, bien sûr. C'est un peu... dans le même principe qu'à l'adolescence, à l'école, tu apprends à te connaître, tu découvres plein d'affaires, tu testes plein de trucs. Mais tu vois aussi les autres, puis tu t'imprègnes de ça. Oui, exactement. Nous, avec Instagram, c'est un peu notre job. En tant qu'influenceur, c'est un peu ça. Le but aussi, c'est pas juste de vendre des affaires puis de montrer tes expériences. C'est comme de faire « Hey, moi avec, je te le mets. Moi avec, je fais ça. Moi avec, je vis ça. Je fais partie de votre gang aussi. » là. C'est vrai. Et c'est là, attends, vraiment, ça va être l'entrevue du coq à l'âne, parce que dès que tu as dit TikTok, parce que... Moi, c'est ça, j'allais t'en parler, moi, avec. Go, on y va. Mais, moi, à un moment donné, j'ai mis la switch à... OK, c'est assez, là. Tu sais, je veux dire, Facebook, Instagram. J'ai même flashé Twitter parce que je trouvais que c'était un carré de sable de haine. Ah non, Twitter, sérieux, ça devrait même pas exister, sérieux. C'est très politique, un peu. Ouais, entre autres. Snapchat, j'ai pas embarqué. Et là, quand TikTok est arrivé... Ouais, c'est ça, mais tu sais, j'ai fait, OK, non, il y a des limites. Et toi, t'arrives et tu deviens... Toi, t'as vite... C'est-tu parce qu'en fait, t'es embarqué tout de suite? C'est-tu parce que... C'est vraiment... Ça t'attirait parce que c'est ton genre de folie? De quelle raison on parle? TikTok. Mais ou c'est vraiment, tu t'es dit, parce que c'est vraiment... ça fait partie de la game, tout ça. Parce que moi, quand, tu sais, mon gars, là, tu sais, on voyage, on est allé voir du baseball un peu partout. Je le traîne avec moi en coulisses, j'ai rencontré du monde connu. Quand j'ai dit, parce que tu sais, j'ai fait un TikTok avec toi le dimanche du Super Bowl, et quand j'ai dit à mon gars, hey, moi je viens de faire un TikTok avec Rachid, les yeux de même. C'est la plus belle affaire. Ça me touche beaucoup. Il a jamais été aussi fier que je sois son père qu'à ce moment-là. J'ai quelque chose avec les jeunes, puis j'aime ça. Puis j'ai toujours voulu garder ça jusqu'à temps que ça puisse durer. Je veux pas le forcer. Fait quand j'entends ça, pour moi, ça me fait plaisir parce que j'ai plus un lien avec les jeunes qu'avec les gens de mon âge, dans mon métier, je parle. À part, des fois, sur scène, j'aime aussi quand les gens un peu plus vieux viennent voir parce que là, je fais un spectacle beaucoup plus mature que je faisais avant. On a peur à demander de déconnecter. Exactement. Mais c'est le fun de pouvoir avoir un set de 77 ans. Vraiment, mais j'ai un lien avec les jeunes que j'aime. Mais merci pour ça. Mais TikTok, l'approche a été différente des autres réseaux sociaux. Moi, je voulais rien savoir de Facebook. J'étais parmi la moitié... T'as 600, 700 000, je pense, ton Facebook, c'est pas plus. J'allais dire 762 000, mais qui compte? Mais à peu près 760, je pense. Mais Facebook, je faisais partie de cette population qui disait c'est une vague et ça va partir. Ça tiendra pas, ces affaires-là, ça marchera pas. Puis j'ai laissé tomber quand toute mon équipe professionnelle me disait va là-dessus, ça va nous aider. On peut pas se cloner entre la France et ici. Tu es sur plusieurs continents en même temps. Ça va nous aider à garder contact avec ces gens-là avec lesquels on a travaillé fort. On ne va pas se faire oublier de la génération. Mais il faut que tu gères deux publics en même temps aussi. Oui, mais pour moi, ça, c'est pas un problème. Ça, tu le fais aussi très bien. Mais je pense que mon expérience de jeunesse, en étant caméléon avec toutes sortes d'origines ethniques différentes que j'ai rencontrées, je m'adapte. Puis j'ai toujours eu un lien avec mes cousins en France où je savais ce qui se passait là-bas. J'étais pas démodé de ce qui se passait là-bas. J'écoute la musique de là-bas, j'écoute les films de là-bas, donc c'est pas un problème. Mais à un moment donné, il y a un gars qui nous appelle, il s'appelle Patrick Paquette. Il nous appelle puis il dit « Veux-tu ta page Facebook? Parce que je sais plus quoi faire avec. » Je dis « De quoi tu parles? » Il dit « Va voir. »
et je vais voir, elle est à 65 000 fans. C'est un fan qui l'a parti. C'est un fan qui l'a parti. C'est la même affaire qui m'est avec arrivé. Toi. Pareil, c'est le même gars? Non, c'est un gars qui était méga fan, puis il disait, il m'écrivait, je me souviens plus comment ça a commencé, puis en fait, sur ma page perso. Ouais. Puis il a dit... Puis il parlait pas en ton nom, il disait que c'était une page fan. Il dit que je te fasse une page fan. Exact. Puis après ça, il me l'a repassé, il m'a donné le... c'est ça. Puis là, j'ai dit, je vais te payer. Il voulait rien savoir. J'ai offert de l'argent, de n'importe quoi, de travailler avec la page, on va le salarier. Il voulait rien savoir. Il m'a dit, prends-la, ça va me faire plaisir. Il dit, moi, j'ai pas le temps pour ça, mais... Fait que je suis parti à 65 000 grâce à lui. Fait que j'avais une longueur d'avance parce que quand j'ai dit non, lui a dit oui pour moi. Fait que j'ai pas perdu... c'est pas une course, là, mais quand même. Mais... Fait que c'est ce qui a fait que je suis arrivé à 500, 600 000 avant n'importe qui, parce qu'une fois que je l'ai pris en main, ben là, je montais de 100 000 par année. Tu sais, pack de même. Tu vois, moi, je l'ai pris sur le tard. Ouais, mais... C'est déjà toute la gang, justement, les 300, 400, 500. Mais t'es pas très réseaux sociaux non plus à la base, là. Je l'étais beaucoup plus avant. Ouais. J'ai eu du fun, parce qu'honnêtement, justement, que ce soit même Twitter, sa mère travaille dans les réseaux sociaux, elle dit tu fais une super belle job sur Twitter. Ta mère travaille dans les réseaux sociaux? Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a une compagnie qui gère en fait les médias sociaux pour des événements, pour des restaurants. Mettons, elle fait Auberge Saint-Gabriel, il y a l'artiste, c'est vraiment elle qui va... Un peu de tout. Ouais. Elle s'est occupée de mes réseaux sociaux, de mon avant-dernier show. Wow. Oui, cool, on a une bonne relation, tout ça. Puis, et ce qui était surtout fascinant, c'est que quand je publiais quelque chose, c'était la réaction. Et... tu dis je parle trop, là? Non? Non, c'est non. Et Est-ce que le fluo peut fermer ça y est? Mais je me suis surpris d'avoir eu d'être capable de dire non à TikTok, de dire OK, je mets mes limites. Puis j'avoue que des fois, je pars sur une chaîne où ce qui est Instagram, Facebook, où est-ce que je vais poster comme 3-4 choses dans la semaine, peut-être même quasiment presque tous les jours, surtout mettons avec le chien, la tournée, la radio. Puis après ça, je fais 2 semaines sans rien faire parce que... Puis là, je vois les autres. Justement, tu sais, je vois ma gang être drôle, être bon, puis je fais comme merde, il va falloir que... Mais par contre, j'ai arrêté de me mettre cette pression-là où si j'ai rien à dire, je vais pas m'asseoir chez nous dans le salon faire... Il est là le piège. Pense à un gag parce que il est là, Rachid vient d'être drôle, puis Simon Olivier Fecteau vient de poster quelque chose, puis tu... La ligne est mince, c'est vrai, c'est comme... Ouais, non, c'est rendu assez complexe. C'est soit mais les réseaux sociaux sont rendus inévitables. On n'a pas le choix. C'est comme la meilleure manière de se promouvoir ou de vendre quelque chose, mettons pour vous, des billets, blablabla. Puis c'est super facile. Excusez. Non, c'est vrai. J'ai de la misère à parler avec mes deux langues. Ça me rappelle depuis tantôt, elle me postillonne dans J'ai eu ça 6 mois, ça faisait mal au début. Là. Pour vrai? C'est quelque chose, Invisalign, t'as vu ça? Ouais. Okay. Mais c'est mieux que des broches. Des broches, c'est comme 3 ans. Là. Ça glisse. Moi, une affaire qu'on va mettre dans notre podcast avec chaque invité, c'est... Combien de fois est-ce qu'on change de sujet par invité? Pourquoi vous appelez pas ça coq à l'âne comme titre? Ça serait hot. On est très TDA. Allô, join the club. Exact. C'est fou. Cool, parce que depuis tantôt, ça vaut-tu 20 minutes qu'on parle, puis depuis tantôt que je me disais, tu sais, c'est drôle parce que moi, quand j'ai su que... Un autre sujet. Non, c'est ça, mais Gab, c'est... Mais finis ce que tu dis. Attends, juste entendre le... Je suis en train de dire, oui, c'est comme un peu inévitable, les réseaux sociaux de nos jours. Puis c'est rendu touché parce que t'as envie de promouvoir plein d'affaires, mais en même temps, t'as une vie, puis tu veux pas non plus abuser de ça. Fait de séparer. Oui, puis tu veux te laisser désirer aussi. Parce que on dit que la surexposition est plus fatale que la sous-exposition. Mais personne n'aime ça. C'est mieux de savoir, des fois, tu sais, Martin Matt, là, on l'entend pas, puis on dit, hey, as-tu pris sa retraite? Boum, beau malaise. Exact. Boum, dans l'affaire. Puis ça marche. Louis-José, t'as un autre, tu parlais de Louis-José tantôt. Arrête ces tournées, même si tu pourrais vendre encore un autre 50, 60. Et là, bang, puis ça se laisse désirer, puis dès que ça sort, on veut en entendre plus. Et ça a été mon piège, moi. TikTok a été une autre approche que Facebook pour moi. TikTok, j'étais sur le plateau de la semaine des 4 jeudis avec Julie Snyder, puis il y avait les finalistes d'Occupation Double, puis j'avais révélé mon péché mignon que j'avais adoré la saison de chez nous, là. Pas la dernière, l'autre d'avant, là. Okay. Avec qui avait gagné, là? C'était pas Trudy, puis... oui. Justement, il parlait d'un couple qui avait embrassé, il avait été faire de la promo dans un bar, puis je pense que c'était... il avait été embrassé une autre fille, puis quelqu'un l'avait filmé, puis l'avait mis sur TikTok. Puis il parlait de ça dans l'émission. Puis là, je sentais que j'avais plus rapport dans l'émission parce que je comprenais pas ce qu'il disait. Je savais pas c'était quoi TikTok. Fait qu'elle dit, puis Mais t'as quand même commencé sur... Oui, mais exactement ça. C'était au mois d'avril, cette émission-là. Fait que là, je dis devant tout le monde, devant le public, devant toute la gang, je dis, c'est quoi TikTok? Et tout le monde part à rire. Les vieux comme les jeunes dans la salle, tout le monde part à rire, tout le monde me regarde, les participants d'Occupation 2 me regardent, me disent, de quelle planète il vient? J'ai jamais eu un aussi haut coup de vieux de ma vie. Là, j'étais comme, je rentre chez nous,
Je regarde c'est quoi TikTok et j'aime ça. Je trouve ça drôle, je trouve que les sketchs me rejoignent, puis c'est le fun parce que c'est pas vraiment que tu voles un concept, mais c'est que tu peux prendre le concept de quelqu'un, le faire à ta sauce. Toi, tu lances un concept dans les airs, quelqu'un va le prendre, puis c'est beau de voir quelqu'un faire ça à sa sauce. Ouais. C'est vraiment hot. Et je pars ça, et ça part. Mais ça part, man. C'est sûr. Ça part. Honnêtement, moi, j'ai vu une couple de trucs que tu as fait. Puis en fait, c'est quoi? Quand j'ai vu ce que tu faisais, j'ai fait... J'embarque pas parce que je suis pas capable d'avoir cette folie-là, tu sais. Puis tu vois, même à un moment donné, je me souviens... À un moment donné, on faisait l'émission de Stéphane Rousseau ensemble. Je ne sais plus du titre. C'était tapé... Tu te souviens de quelle émission je parle? Une affaire de talk show, là. Fallait faire des niaiseries dehors. Exactement. Là, puis moi, à chaque fois que je suis booké, tu sais, moi, je veux dire, je pense que je suis bon pour écrire. Je pense que je suis bon sur scène, sinon je ne serais pas encore là aujourd'hui. J'ai du fun à radio, mais être le clown de plateau, ça m'a toujours mis un stress que j'ai jamais été capable d'assumer. Et quand je me faisais booker des shows, mettons, avec quelqu'un comme toi, ou justement Rousseau, je fais ça n'avait aucune idée de la pression que je ressentais parce que j'ai pas cette switch à on. Mais attends, je t'explique quelque chose, je t'interromps. TikTok, en ce moment, ce n'est pas juste pour quelqu'un qui veut faire de la performance ou de l'humour en performance. Il y a un gars sur TikTok, c'est un Américain, qui est très puriste comme stand-upper. Très, très puriste. Tu vas aux États-Unis, ce gars-là, il veut même pas faire d'émission, il veut pas animer, il veut juste faire ses shows là, au le fameux club là, à New York, le fameux... Il y en a plein, là. Comedy Cellar. Le Cellar, exactement. Oui. Il veut juste aller là, faire ses affaires, habiter dans son petit appartement, puis son chien, puis sa blonde, puis c'est juste ça qu'il veut, tu sais. Mais il est sur TikTok, puis les vidéos qu'il fait, c'est parce qu'il a un peu ton style. Il est un petit peu aigri sur scène. Il est un petit peu... comment je pourrais dire ça? Je sais, genre... Oui, non, mais je comprends très... un peu baveux aussi. De me traiter d'aigri est peut-être un des meilleurs compliments qu'on a fait parce que j'ai entendu des choses. Non, moi, je te connais, t'es un petit sensible, mais sur scène, t'as ton rôle de gars qui dénonce. Moi, la première fois que je t'ai vu sortir une couille pour dénoncer ce qui est arrivé à savoir que la mère de Dédé Fortin avait appris la mort de son fils aux nouvelles, puis t'as dit au monde, moi tu m'as frappé, tu m'as dit ok, c'est ça de l'humour, c'est vraiment ça, amener l'humour de dire qu'est-ce qui vous choque le plus, que je vous montre ma couille, excusez-moi, ou que sa mère a appris sa mort aux nouvelles, tu sais. À l'époque, personne n'avait compris ça, évidemment, ils ont juste focusé sur la couille. Mais c'est pas grave. Je l'avais prédit. Moi je l'ai compris, puis il y a beaucoup de notre monde, de nos collègues qui l'ont vu, puis j'ai fait waouh, Maxime a amené ça à un autre niveau. Mais tu peux faire ça sur TikTok, c'est ça qui est hot. Tu peux sur TikTok? Non, c'est pas ça qu'il voulait dire. Je sais, la porte était ouverte pour le gars. Il y a un avocat sur TikTok, là, il est rendu à 1,4 million. Là. Honnêtement, c'est vraiment une belle plateforme. Il y a des musiciens qui se font découvrir, des danseurs, chanteurs, il y a tout là-dessus. Tu peux avoir ton propre style, tu peux avoir des conversations de même. Oui. Ou est-ce que t'es pas d'accord avec on va en partir un. Pars ça, puis garde ton style, Mais elle va le gérer, tu comprends-tu? Parce que maintenant, je pense qu'il faut que tu décides où tu mets ton énergie aussi. Oui. Comme tu dis, tu peux vite embarquer. Ouais. Puis moi, il y a une switch qui s'est faite. la limite, Parce que j'ai eu beaucoup de fun. Et j'en ai encore beaucoup. Et ce que j'aime, moi, des réseaux sociaux, c'est que ça donnait un visage à notre public aussi. Ouais. Tu le sais comme moi, tu partais en tournée à l'époque. Ouais. Tu sais, t'es dans une salle de 1200, peu importe. Puis tu vois peut-être des 4-5 premières rangées comme du monde. Après ça, ça devient flou. C'est des gens qui parlent de chez eux. Moi, pendant longtemps, je me disais, c'est qui ce monde-là qui vient de me voir? Là, tu le sais parce que tu t'écris, tu te dis, hey, je suis allé te voir l'autre soir, hey, j'ai vu. Et je trouve que ça a humanisé malgré tout le côté malsain qu'on connaît des réseaux sociaux. Les gens qui s'envoient, par exemple, tu mets un visage, puis là, tu sais, moi, ça dure 2 secondes. Moi, je réponds jamais, puis je te bloque, c'est comme une mouche. Mais il y a une bémol, c'est ça. Il y a une bémol, c'est ce problème, je pense, que ça a été créé là-dedans. C'est ce problème où est-ce qu'on devient esclave de ça. C'est ce côté-là que moi, des fois, j'ai un peu de misère. De la dépendance qui va avec. Grosse dépendance. C'est quasiment de l'esclavage. Ça mal, tu te poses pas. Exactement. Tu te dis comment ça va m'affecter, mais en même temps, à quel point ça t'affecte. C'est comme le monde te suit pour t'aimer, pas pour que tu leur donnes du jus. Exactement. Puis là, t'es poussé à faire des choses que tu voulais peut-être pas faire. Puis t'es fatigué. Exactement. Puis ça te tente pas. Ma femme, c'est mon radar pour ça. Elle, comme des fois, elle dit, là, t'en fais trop. Je veux pas te chicaner. Je vois le succès que t'as, ça marche. Elle dit, là, arrête ça 2 secondes. Puis là, j'ai pris un break parce qu'elle le voit, comme on dit, à l'extérieur de la boîte. Mais moi, si elle m'arrêtait pas, là, je pondais une vidéo par jour sur TikTok. Là. Mais c'est pas juste aussi ce que tu écris, ce que tu poses, que ce soit peu importe le réseau. C'est qu'après ça, tu checkes.
Ouais. C'est ça qui bouffe le temps. Le stress de qui a liké. C'est-tu drôle? J'ai-tu des likes? Moi, j'ai eu une passe d'artistes. Pourquoi ils m'ont pas liké mes affaires? J'ai eu ça pendant un bout. Pourquoi il n'y a pas autant de likes? Si, je capotais. Ma femme m'a dit, qu'est-ce qui se passe avec toi? Je sais pas, j'ai jamais eu ça comme questionnement. Je m'en sac-tu, moi, qui like pas? Pourquoi ils ont liké plus lui que elle? J'ai arrêté ça vite, cette affaire-là. J'ai arrêté ça vite. J'ai dit, non, rentre pas là-dedans, Rachid. Je me connais, je suis un extrémiste. Pas c'est arabe extrémiste là, on avait compris. Pas celui que tu vois à LCN, mais bref, je suis quelqu'un qui rentre dans l'extrême des fois. Puis j'ai fait non, pas ça, fais pas ça, rentre pas là, pause puis va-t'en. Tu comprends? Like tes premiers fans là, qui sont toujours premiers, first. Ouais. Tu likes ça, après ça, tu t'en vas, là, merci, bonsoir. Puis il faut toujours que tu aies du fun aussi, ça. Mais oui. Faut pas l'oublier. Bien sûr, ça devient une corvée. C'est ta job. Puis créer du contenu, malgré le fait qu'il y a bien du monde qui pense que c'est banal, que c'est facile. Non. Ça prend du temps à venir avec des concepts, de l'énergie. De fou là, que je fais. Là. Un tournage, là, après ça, t'as l'impression d'avoir. Bon, toi, tu vas dire non parce que t'es fou. Non, j'ai ça, juste des fois, j'envoie mes choses, puis elle fait le montage, puis elle les coupe pour moi. T'as l'impression que tu fais un marathon. On a de la misère avec nos phrases, on se coupe. Bienvenue dans le podcast. Comment parce que je te suis sur Instagram. Oui, je te suis. Puis t'as quand même au-dessus de 100 000 fans. Là. Comment... Il y en a plus que moi. C'est pas ça que je voulais dire. Non, mais c'est correct. Non, mais tu vois, quand part, ça peut être un chat qui a une fierté là-dedans. Ouais. Mais c'est drôle quand... Mais je suis arrivée exactement au moment où les réseaux sociaux... devenait comme aussi gros que ça, fait que le timing a été bon. Comment t'as pris ça? Parce que t'es quand même sorti de, tu sais, comme, t'es pas là depuis que t'es jeune, t'as quand même pas, t'as commencé avec ton papa, je pense, ça se peut-tu? Ouais. Mais comment tu gères ça? C'est-tu quelque chose qui te bug ou que t'aimes plus? Ou est-ce que, tu sais, le fait que ça va vite quand même, là, t'as quoi, 130 000, je pense? Non, là, je suis à 119 si je me trompe pas, mais c'est ça, je suis arrivée exactement au moment où ça commençait à être intense, les réseaux sociaux, puis ça commençait à être important, on peut dire ça de même. Puis ça s'est fait graduellement quand même. Là, j'avais quand même beaucoup d'abonnés avant parce qu'on faisait des petits tournages par-ci par-là, puis le monde me voyait avec, puis le monde me reconnaissait un peu. Puis quand on a commencé Max Livia, ça s'est fait graduellement, vraiment. Puis je suis exactement dans la génération où ça va paraître bizarre à dire, mais c'est juste vrai, où les téléphones faisaient un peu partie de nous. Tu sais, on grandit avec ça. Mais le réseau aussi a fait une différence parce que Facebook, ta page à peine 20 000, puis son Instagram a décollé parce que sa génération est beaucoup plus Instagram que Facebook. Facebook, c'est rendu vieux, les amis. Ah non, moi, je suis zéro sur Facebook, c'est vraiment... Je l'entretiens, mais j'ai plus de fun sur Instagram que sur Facebook. Excuse-moi de t'interrompre, j'ai fait une vidéo où est-ce que je me suis permis de me mêler de ce qui se passe avec la COVID, puis je ne ferai plus jamais ça de ma vie. Je vais continuer à donner mon opinion sur plein d'affaires, mais ça, j'y touche plus. Les gens sont trop fâchés. Oublie ça, j'ai reçu des menaces sur Facebook. Fait qu'après ça, je suis allé faire le ménage sur Instagram pour voir s'il y en avait. Zéro. C'est une game à double tranchant. Vraiment. Mais Facebook, c'est... Prenez pas personne personnelle, ce que je veux dire. C'est très vieux. C'est un peu plus une génération au-dessus de nous. Là. Moi, c'est pas zéro. J'ai pas peur de dire ça, c'est très vieux. C'est des gens, mettons, qui étaient là quand on a commencé à utiliser les réseaux sociaux plus souvent. C'est le premier. Puis les gens c'est la génération où les écrans, on les utilisait pour se baquer. Tu sais, on fonçait puis on insultait. Je dis on, là, parce que je veux pas mettre personne... En tout cas, mais on utilisait ça comme une armure. Seigneur, ça a été long avant que je trouve le mot. C'est ça, un bouclier. Mais tu sais, le monde attaque en pensant que l'écran va les protéger. Fait que c'est pour ça que Facebook, j'y vais pas vraiment. Je trouve qu'il y a une, il y a beaucoup de trolls là-dessus, haine qui est pas nécessaire. Même Instagram. Ça a été du monde dont on n'entendrait jamais parler. Honnêtement, dans le temps de commencer à écrire une lettre, aller au bureau de poste et te dire « Va chier, je te trouve pas drôle », c'était beaucoup de travail. Là, ça prend 2 secondes. Mais c'est facile. En fait, ils sont pas nés quand les réseaux sont partis. C'est qu'on les entendait pas avant. J'ai vu un film des années début 2000. Ça m'a traumatisé jusqu'à aujourd'hui. C'était un tueur en série, OK, c'est assez fou, là. C'est un tueur en série qui utilisait l'Internet pour ses coups. Il voulait que tout le monde dans le monde voit ses meurtres, là, tu sais. Puis quand il pognait quelqu'un... C'est pas... Magnotta, non? Non. Mais lui, il faisait... Mais dans le même genre de fou malade. T'as vu le documentaire? Ouais. Les chats, le truc de... malade mental. Ah, c'était ça? Non, c'est pas ça. C'est que c'était un gars, mettons, il y avait une chambre de torture. Mettons, c'était
un exemple, il avait fait construire un aquarium, là, puis le gars, quand il le kidnappait, il l'endormait. Le gars, il se réveillait après dans une chambre de torture où est-ce qu'il y avait genre de l'acide qui allait être vidé là-dedans. Mais c'est pas lui qui décide. C'est pas le fou qui décide comment l'acide va descendre. C'est qu'à 8 heures, il se branche sur un site d'Internet piraté que personne ne peut rejoindre. Les gens décident ce qui va arriver? Oui. Fait que le gars, il dit... La phrase va toujours me frapper. Le gars, la victime, dit « You're a psychopath ». Il dit en anglais, il dit « T'es un cinglé, un fou ». Il dit « Moi, cinglé ?» Il dit « Oui ». Mais il dit « Moi ». Il dit « Check ». Puis tu vois les chiffres qui avancent. Il dit, il y a 2 milliards de personnes qui me supplient de taper Enter pour te tuer. Et ils te connaissent pas, ils savent pas t'es qui, ils savent même pas pourquoi t'es là. Ils veulent juste te voir mourir. Et tu m'appelles moi le psycho. Ah, j'ai des frissons. Tu vois, tu me dis que c'était un film, je suis sûr que pour bien du monde, ça mais de où tu penses c'est pris? De la réalité? Il y a toutes sortes de monde qui veulent te voir. Non, mais c'est exactement ce que j'allais dire. C'est le même principe qu'on pourrait retrouver n'importe où. Mais le plus drôle, c'est qu'ironiquement, on n'est même pas proche du sujet qu'on voulait aborder. Ah, ben vas-y si tu veux après. Vas-y. Ben non, mais c'est ça le but, hein. Ben j'en reviendrai si vous voulez. Non, t'auras pas le choix de venir. Ok, parfait. Non, parce que moi, on fait un TikTok aussi la prochaine fois. On fait ça? On en fait un? Non. Oh shit, on a trop de choses. Attends, je vais finir ma phrase. Vous voyez mon enthousiasme? Ok, vas-y. Ok. Vous êtes cute en passant. Ouais. Ça, c'est un TikTok. C'est un cute en passant. C'est non, ça. ouais. Très cute. Mais là, le TikTok, moi, je dis, on m'en a parlé depuis tantôt, tu sais. Mais attends, mais c'est le même principe que pour n'importe quoi. Justement, avec l'ère des médias sociaux où c'est si facile de juger les autres, on a tellement tendance à faire comme, ben toi, t'es un psychopathe, mais peut-être que genre 2 heures après, tu vas être la personne qui va regarder cet écran-là. Tellement vrai. C'est tellement un bon principe. Je suis comme contente d'avoir mis un sujet aussi grave. Ils sont pas me dire que ce film-là, t'es en train de donner des idées, là, tu sais. Vraiment pas, mais tu sais, une image aussi graphique pour démontrer à quel point c'est super intense. C'est un couteau à double tranchant, ça peut être super beau, les médias sociaux. TikTok, on découvre des affaires. Les gens, mettons, comme moi, qui veulent parler de sujets plus touchés, blablabla, wow. Mais Mo, t'as dit que c'est plus facile. C'est pas pour tout le monde. Il y a du monde là-dedans qui devrait jamais être là. On donne des cours pour conduire, on donne un permis pour chasser, on donne un ci, mais on donne à qui veut avoir ces réseaux-là. Ah, puis il y a des gens qui devraient pas être là. Ouais, puis ils souffrent, ces gens-là, ça se voit tout de suite, là. Ils sont pas bien, là. Je vais faire la mini-conclusion. J'ai vraiment trippé. T'étais notre première invitée. Oui, c'est notre baptême de podcast. On commence avec toi. C'est vraiment le fun de vous parler. C'est le fun de voir ça. Moi, je suis un gars qui est très familial. Puis, c'était ça le but. Je veux voir ça un jour. Un jour, je vais faire un podcast avec ma fille. Fait que merci de me donner ce que ça me donne. C'est nous les premiers invités, par contre. C'est sûr. C'est comme c'est inévitable. Puis on fait un TikTok ensemble. Oui, ça, c'est sûr et certain. Non, ça va être rendu ailleurs. On se donne une date, on fait un TikTok. Je m'en fous, c'est le but. Mais bonne chance avec cette émission-là. Ça va aller très loin. Puis c'est le fun de faire ça. Ben écoute, honnêtement, je sais pas dans quel genre d'aventure qu'on allait. En fait, évidemment, on a déjà travaillé un concept similaire avec le talk show pendant le festival juste puis Max et Livia aussi. Ouais, exactement, mais là, c'est plus un talk show. En fait, c'est scripté, mais là, parce que, tu sais, moi, quand je t'ai approché, c'était justement, je voulais qu'on parle de la transformation, de la métamorphose Rachid et moi, puis même de ton côté spirituel, parce qu'on se rejoint là-dessus. Puis je me dis, honnêtement, je découvre c'est quoi ce monde-là du podcast, parce que je me rends compte qu'on a parlé de tout sauf exactement. Ouais, il avait peur de manquer de temps. Il avait peur de manquer de temps. C'est un signe de succès. Avec moi, il n'a pas peur de manquer de temps. Ok, mais c'est bon. C'est un deal, faut qu'on... Part 2, deuxième saison. Tant mieux. C'est exactement ça qui se passe. Hey, bravo. Merci d'avoir Super, été là. merci à vous. Je déteste mon look d'écouteur. Tu sais, c'est ce que j'aime de la radio, c'est que personne ouais, c'est ça, si personne te voit, c'est vrai. Ouais, non, mais je sais pas si c'est pareil, mais moi, j'ai quelque chose quand j'étais à la radio qui me gosse avec le fait. Ah oui? Ah non, moi j'adore ça. J'adore ça, le son que... Moi aussi, j'ai l'impression que je suis dans ma bulle. Ben, le petit côté bulle, exactement. Puis en fait, la raison qu'on tenait à t'avoir, c'est que quand on a sorti l'émission, ben, pas nous, mais évidemment, Vrac. Ouais, c'est ça. Les producteurs. Quand Max et Livia est sorti. Exact. C'est. En fait, toi et la belle gang, vous étiez les premiers qui nous ont fait une entrevue. Oui, c'est vrai. Vous étiez un beau duo à recevoir en entrevue. Père-fille, en plus, c'est le fun dans ta barouette. Ça s'est bien passé, on dirait que j'ai pas de souvenirs parce que j'étais trop émerveillée par tout ce qui se passait. C'était bon? Écoute, non seulement c'était bon, moi je l'ai gardé jusqu'à récemment. Tu niaises? Ouais. Dans ton an. Tu l'avais comme enregistré dans ta télé? Oh ouais, je l'ai encore. Bon. Ouais, c'est cute! Ben, écoute, non, ben, oui, exactement. Puis en plus, c'est ce que j'aimais parce que, tu sais, on se connaît quand même depuis longtemps, mais dans l'entrevue, j'ai l'impression qu'à un moment donné, quand t'es venu, tu sais, je te regardais aller,
Je pense que tu venais-tu d'avoir ta fille? Non, t'étais pas... Où t'allais avoir ta fille? Non, elle était peut-être en dedans de moi, là, c'était pas clair. Ouais. Mais elle était pas sortie, en tout cas. Non, mais on voyait que les yeux de maman, déjà, au futur maman, elle embarquait, parce que je me souviens que la connexion se faisait quand on se parlait justement là-dessus, de genre, OK, ce qu'ils vivent, il y a une base à laquelle je m'identifie, que je veux vivre, puis en fait, c'est une source de fierté aussi, là, mais... Mais vous deux, en fait, oui, tu as ma relation avec ma fille, mais relation père-fille, je trouve ça extraordinaire. Tu sais, je suis en train, présentement, moi, d'écrire la biographie de mon père. Mon père qui a fait du spectacle, du show business, une grande partie de sa vie. Donc, de vous voir connecter, de bouncer autant. Tu sais, bien, t'es pas vieille dans ça, t'es pas un enfant, mais t'es pas 40 ans, 50 ans. Je trouve ça beau, un père puis sa fille être aussi proche. Puis, tu sais, vous travaillez à la télé ensemble, vous avez des projets ensemble, un podcast encore aujourd'hui, vous faites de la radio aussi. Je trouve ça extrêmement inspirant parce que des fois, ça peut être conflictuel, les relations père-fille, tu sais. Effectivement. Oui, les relations parents-enfants en général aussi, là, mais ouais. Mais tu sais, nous autres, on le dit, de commencer à travailler ensemble. Ça nous a aidés. Oui, parce qu'avant ça, mettons qu'on se chicanait, ça pouvait durer une semaine, puis tu sais, on est deux caractères de merde, fait que chacun boudait chacun de leur bord. C'est correct, j'approuve, ouais, c'est ça. T'as tout compris. Exact, exact. Oh. Ouais. Mais moi, à la base, puis tu vois, j'étais pas au courant que t'écrivais la biographie de ton père, c'est tout un défi, ça. Oui, tout à défi. Tu dis, écoute, puis là, je vais comme le remettre roche mi-mars, là, donc, puis il n'est pas tout à fait fini. Ouais, j'ai entamé ce processus-là, je te dirais, au début de l'été, donc de l'été 2020. C'est un journaliste qui a approché mon père pour écrire sa biographie, puis il a fait un super bon travail de base, mais en le lisant, je trouvais que ça manquait de chaleur, d'amour, de profondeur. Je disais, hey, moi, j'ai envie de plonger là-dedans, de l'aider. Fait que j'ai comme repris son travail, puis là, je le fais en conversation. Écoute, moi, je capote, là, parce que là, j'apprends des affaires que je savais pas. Ben, j'allais le dire! C'est frustrant parce que mon père, tu sais, vous êtes chanceux, mon père, il va avoir 80, la santé est précaire, puis la difficulté à s'exprimer, il y a le Parkinson, tout ça, bref, j'aurais aimé ça, moi, le connaître. Tu sais, j'aurais aimé ça faire ce que vous faites, finalement, vous deux aujourd'hui, avec lui, dans le temps ou aujourd'hui. Tu sais, j'ai pas eu cette chance-là d'avoir vécu tant d'affaires, parce que c'est un homme d'affaires qui était bien occupé, parce qu'il m'a eu très tard aussi. Fait que de voir ça, des fois, de d'autres gens, je suis comme, oh fuck, mais en tout cas, bref, j'admire ça énormément. Mais là, de découvrir tout son... C'était un rocker, mon père. Tu sais, il n'y avait pas de vice d'alcool ni de drogue. Lui, c'était les femmes. Tu sais, je découvre... C'est un vice, ça, les femmes? Vraiment? Oui. Ah! Hey, Maxime Martin apprend quelque chose, non, c'est super! Après, j'ai pas lu ta bio, mais ça a l'air, Max. Moi non plus, mais je peux déjà voir que c'est intense. Ben, tu vois, c'est ça le point, parce que tu viens de dire que toi, tu fouilles et tu apprends quasiment à connaître encore plus ton père par rapport à l'écriture. Ouais. Puis tu vois, elle n'a pas encore lu mon livre parce qu'elle se dit... Non, mais peut-être, oui, mais dans sa tête, il y a des choses... Elle se dit, il y a des sphères de la vie de mon père que je ne veux pas connaître, en tout cas que je ne suis pas prête à... Qui vont venir avec le temps, mais je trouve ça intéressant, par exemple, de ton point de vue, de l'apprendre par l'écriture, malgré le fait que c'est peut-être pas aussi fluide, c'est que ça doit quand même être intéressant de transcrire ton père puis de le découvrir en même temps. Je trouve ça hot. Mais ça devient-tu ta perception ou tu rajoutes une certaine neutralité? Écoute, il y a des choses, tu sais, parce que j'ai accès à du footage, à tellement d'archives de lui que sa première femme avait gardé, écoute, là, tu sais, dans des espèces de gros cartables. Donc, toutes les années, mon père, là, vraiment, durant les années, je te dirais 67 à 75, même 77, il a vraiment une vie très, très à l'avant. Il était beaucoup, tu sais, avec sa carrière d'artiste. C'est un homme extrêmement populaire que moi, j'ai toujours su qu'il était chanteur, mais j'ai jamais su qu'il était autant apprécié, aimé, adulé, qu'il avait vendu autant d'albums, qu'il avait fait des émissions de télé, des émissions de radio. J'étais là, je ne savais pas. Donc, de découvrir ça, c'est ça. Mais il y a des aspects de sa vie que j'essaie d'aller chercher qui ne sont pas dans les reliures, justement. Je suis comme père, il faudrait qu'on parle de ça. Mon père a perdu un fils à l'âge de Martin, son garçon est mort quand il avait 9 mois. J'ai de la misère à aller trouver des informations là-dessus. Tu sais, il m'en a parlé, mais c'est... Donc, il y a des endroits dans le livre où est-ce que c'est plus moi qui parle de ça, qui raconte ma vision, finalement, à travers le peu d'infos que je peux avoir pour essayer justement de romancer ça, tu sais, mais c'est pas un roman, on s'entend, c'est une bio, mais de donner l'information. Fait mais il y a des beaux moments où est-ce qu'on est dans l'échange, puis mon père me dit souvent,
t'es presque là. On dirait que t'étais présente, tu sais, parce que j'essaie vraiment d'être le plus proche possible quand c'est possible, mais il y a des fois où c'est moi, Kim, qui parle, qui raconte ma vision de ce que ça doit être de perdre un fils, alors que t'es adulé par tout le monde, puis que personne n'était au courant. Donc, en tout cas, c'était vraiment une belle aventure. J'ai hâte que ça finisse parce que c'est... Ouais, c'est ça. Ça brasse des affaires, j'imagine aussi, des affaires que... Ah, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Écoute, cette semaine, c'était ma fête. En tout cas, je ne sais pas si vous allez être dans le temps. Peu importe, le 10 février, c'était ma fête. C'est pas important, ce podcast, il n'y a pas de temps. Ouais, c'est ça. Vous pouvez l'écouter quand vous voulez. Donc, c'était mon anniversaire dernièrement, puis à la radio, les gars, ils m'ont juste comme fait appeler, ils m'ont présenté un message de mon père à la radio, puis j'ai cassé, là, comme si, là, tu sais, j'ai pu pleurer, là, puis c'était dur de revenir après, j'avais de la misère. Tu sais, ça vient vraiment chercher quelque chose qui est loin en moi, parce que moi aussi, en tout cas, moi aussi, ça a été tough pendant bien des années avec mon père. On se parlait pas, tu sais, il était... Ah ouais? Je prenais des détours, j'évitais... Mais y avait-tu un froid ou c'est juste que... Je te dirais que mon père a appris à me connaître quand j'ai fait Love Story. Bizarrement, il pouvait rien me dire, il pouvait pas me corriger, parce qu'il me voyait, il fallait qu'il me regarde. C'est ça. La femme que j'étais devenue, tu sais, sans me passer des commentaires ou sans... Alors, je pense qu'il a appris à voir j'étais qui. Puis je pense qu'il a comme fait, OK, sais-tu quoi, ma fille, j'ai coupé le cordon. Il fallait qu'il coupe le cordon. Puis ça nous a bien gros rapproché après. Mais avant ça, c'était plus tough parce que mon père, c'était un homme sévère, parce que, tu sais, bon, très carré, puis moi, je suis très fofolle. Mais comme toute fille, adolescente. Mais ouais, c'est ça. Enfin, j'ai pas viré, là, on s'entend, mais j'étais rebelle. Puis c'est facile aussi de prendre pour acquis, comme nous, on est vraiment chanceux, puis je pense que c'est pour ça qu'on s'en rend compte, puis qu'on en parle le plus souvent, mais c'est difficile, en fait, c'est facile de prendre pour acquis la relation parent-enfant, qui est comme tellement importante, puis qui devrait être autant, ben, pas autant amicale, parce que c'est un parent, mais tu sais, qui devrait prendre un angle amical à un certain âge pour mieux comprendre certains aspects de la vie, puis juste comme... C'est quand même important de comprendre un parent, ça change beaucoup de choses. Tu sais, moi, je me suis senti coupable de pas être... Pas que j'étais un père absent, j'ai pas été un père absent, mais j'étais peut-être absent mentalement. Parce que, tu sais, des fois, elle venait chez nous, j'étais le lendemain de veille ou des trucs comme ça, puis tu sais, j'étais toujours en train de remuer. En train de penser, ouais, c'est ça. Fait que j'ai essayé de me rapprocher. J'ai acheté son affection, tu sais, dans le sens que... Dans le sens qu'il me paye à ce jour. Non, c'est ce jour. Mais dans le sens que ce qu'elle voulait, j'y achetais, tu sais, c'est une façon de me reprendre. Puis à ta manière, il n'y en a pas de mode d'emploi, là. Avec, aussi, ouais. Mais en même temps, après ça, par contre, tout ce qui était autorité prend le bord. Je n'ai aucune autorité sur elle. Tu sais, moi, normalement, dès qu'on se dit quelque chose, ça vient vite chaud. Il faut toujours qu'il y ait l'instincteur. Ouais, mais c'est le même caractère que lui. Fait que c'est exactement pour ça que ça devient chose. Parce que... Exact. Mais je vais transformer la question en toi. Tu penses que ta période rebelle était une confrontation par rapport à ton père ou une façon d'attirer son attention? Oh. Possiblement les deux. Je pense que oui. Parce que je réalise avec le temps, tu sais, en faisant ce processus-là de livre d'écriture, j'essaie de penser à moi, petite, moi, avec lui. Puis j'ai souvent eu besoin d'avoir son accord. Tu sais, quand la première personne que j'appelais, mettons que j'appelle ou whatever, quand j'ai une nouvelle job, un nouveau contrat, c'était mon père. C'est comme si j'avais besoin de sa reconnaissance. Comme, hey, fait que je pense que oui, à un certain niveau, il avait besoin de, hey, regarde-moi, tu sais, écoute, un jour, il m'a dit, arrive-moi jamais qu'un tatou ici. Ah ouais, parce que sinon, tu sais, je te mets dehors, le lendemain, je vais me faire tatouer. C'est clair! C'est sûr, c'est ça. Ah, c'est bon. Ça, c'est comme la phrase à ne pas dire. Puis je suis allée le lendemain, là, tu sais, puis c'était comme... c'est bon. Mais ça doit. Puis comment c'est de... Parce que, tu sais, je veux dire, bon, ton père, tu sais, il y a une renommée, on sait c'est qui ton père, je veux dire, tu sais, mais on sait que les grosses années, quand tu étais ado, plus consciente, étaient derrière lui un peu, j'imagine, tu sais, fait que... Comment que c'était drôle de vivre ça, de genre, j'aurais aimé ça être témoin de, tu sais, de vivre juste par la bande qui a vraiment été ton père et l'impact qu'il a eu. Ben, en fait, comme il m'a eu tard, il n'était plus, je te dirais, au sommet de la gloire du show business à cette époque-là, tu sais, parce qu'après, mon père a fait une bonne partie de sa vie en tant que chanteur. Après ça, vers les années 80, au moment où je suis née, 84, lui, il est devenu en affaires. Fait que, donc, c'était plus du tout la même affaire, mais je me faisais plus écœurée, puis on m'a pas écœurée longtemps, là, je me défendais assez bien. J'ai tellement pas de misère à croire ça. Frère, tu sais, moi, écoute, moi, j'allais au bat. Mais que si tu parler de mon père, ça brassait, mais maline. C'était comme là, c'était un tu peux pas, c'est un sujet que tu ne peux pas toucher. Alors, mais
je me faisais plus écœurer dans ce sens-là que le monde disait « Wow, ton père, c'est donc bien cool, tu sais, ou peu importe. » Donc, ça a été comme ça. J'en ai voulu à un moment donné, tu sais, j'étais comme « Pourquoi tu chantais des tunes quétaines de même? T'as pas pensé un jour que t'allais avoir des enfants? » Puis tu sais, mais ça n'a pas été long, cette période-là de rébellion. Là, comme, je pense que ça a duré peut-être 5-6 ans. Puis après ça, je me suis mis à comme, aimer ce qu'il faisait, dans le sens que je me suis dit, ça a fonctionné, je voyais ce que les gens disaient de lui. Et quand lui, à un moment donné, quand c'était temps pour moi d'aller dans l'œuf alors qu'il voulait rien savoir, je lui ai ressorti cette phrase. Tu m'as toujours dit que tu as fait tes affaires pour toi en ne pensant pas un jour où si tu allais avoir des enfants, mais là, tu vas faire mes affaires quétaines ou pas, puis tu me diras dans 5-6 ans si c'était bien ou pas. Puis, dans le sens que j'ai redonné un peu son change, là. Mais c'était-tu la motivation derrière faire le loft? Ben, j'imagine que tu voulais vivre l'expérience, c'était curieux, c'est une façon, justement, ça a lancé des carrières, d'avoir de l'attention, oui. Mais si justement, c'était-tu la motivation, ou je te repose la même question, c'était genre, tu as fait des tunes quétaines, m'en faire une émission controversée pour te montrer c'est quoi ce que j'ai vécu? À ce moment-là, on ne savait pas trop que ça allait être autant controversé parce que c'était la première, dans le début. On savait un peu, c'était nouveau, disons, la télé-réalité. Mais c'est sûr que je me rappelle que j'ai souvent passé à mon père quand j'étais dans le show à me dire eh ben, il doit capoter, il doit capoter. C'est sûr. C'était ma façon de faire. Tu veux pas que j'y aille, je m'en fous, j'y vais pareil, je coupe le cordon. J'avais besoin de ça. Puis la première, je me rappelle, si mettons, vous voyez les images sur YouTube ou peu importe, quand je sors du loft, là, je descends les marches, puis là, dites-vous que ça fait 3 mois que j'ai pas vu personne, que j'ai pas parlé à personne. Puis là, la production, que je sais pas c'est qui ces gens-là qui sont autour de moi qui me parlent, mais eux autres, ils me commencent. Ils disent là, tu descends parce que c'est live le show, tu vas voir Marie-Claude sur le stage, tu parles pas à personne, tu vas pas voir ta famille. Écoute, puis là, moi, je fais une marche. Puis là, le monde crie mon nom, puis je comprends pas comment ça que tout le monde crie mon nom, parce que c'est décalé, là. Ah, tu comprends rien. Alors, il pleure, puis il pleure, puis il me regarde, puis je sais pas s'il pleure parce qu'il est en crise. C'est bon, ça. Je sais pas. Fait que là, tout ce que je vois, c'est lui qui me dit t'as pas idée. Il me fait juste me dire ça, t'as pas idée, je comprends pas. Je suis comme, qu'est-ce qu'il dit? T'as pas idée comment c'est gros, c'est ça qu'il voulait dire, parce que ça avait pris de l'ampleur à ce moment-là. Mais je pense qu'il était bien fier. Il me l'a comme dit après, tu sais, c'est ça. Ça a été pour lui une façon de me regarder sans pouvoir rien faire, rien dire. Puis il dit, regarde, voici ma fille aujourd'hui, elle s'est rendue une femme, c'est pas un enfant, je peux plus contrôler tout ce qu'elle fait, là, tu sais. Ben... Ah, c'est sûr, c'est sûr. Puis il dit, ouais, il pense à ses affaires, il est comme, oui, c'est vrai. Ouais, non, parce que tu vois, la prochaine question que j'allais poser, c'est qu'est-ce que tu penses que lui a appris sur toi pendant que tu étais au loft, qu'il aurait aimé ça entendre de ta propre bouche, mettons, autour d'un souper, et vice-versa. Toi, en écrivant le livre, c'est quoi que tu as appris de ton père, tu as fait merde, j'aurais aimé ça, ou qui a été difficile à découvrir? En fait, je ne sais pas précisément, il y a comme trop d'affaires que j'ai. Je pense, on est pareil. Que moi, j'ai découvert et que je pense que lui a découvert. On est. C'est vrai. Mais ça, c'est vrai. C'est fou à quel point on est pareil que nos parents. Puis c'est frustrant des fois parce que t'es comme. Pourquoi c'est frustrant? Parce que, tiens, mettons, ma mère est pas ponctuelle. J'ai dit jamais je vais être comme elle. Je suis la moins ponctuelle au monde. Mon père, le caractère, plein d'affaires. Puis je suis comme, il m'énerve, mais je suis pareil. Puis en même temps que ce soit. On trouve ça important, ta mère puis moi, de te léguer rien que nos défauts. Ah, gars, je les ai rendus beaux, fait que c'est correct. On a fait un teamwork. Non, mais pour vrai, tu sais, autant que ça peut être frustrant, ça peut aussi être vraiment le fun. Faire comme, hey, je suis les racines de mes parents, puis je continue dans cette lancée-là. Je vois à quel point mon père, peut-être, voulait me contrôler en sachant tellement qu'on était pareils, tu sais. Ouais. Possiblement parce qu'il avait peur, parce que je suis une fille, parce que lui, c'est un gars, puis à la limite, il sait comment les gars peuvent penser. Ouais. Donc, de mettre une fille de moi, puis de voir que moi, je tasse des portes, puis je défriche, puis j'avance, puis je m'en fous, puis je pouvais être limite dangereuse. Il devait se dire « Fuck, il faut que je la contrôle, elle, il faut que je la contrôle du mieux que il faut que je la protège. » Ouais, puis il y a deux choses différentes, contrôler et protéger. Puis dans les deux cas, c'est hyper difficile parce que en la protégeant, tu te rends compte que tu as contrôle, puis vous le sentez, vous n'êtes pas folle. Vous sentez ce que papa essaie de faire. Fait que c'est genre dégage le grand, tu sais. Ouais. Et voilà. Puis, tu sais, je le vois aussi que ça va être comme ça avec ma fille parce qu'elle a tellement des traits de ma. Puis là, mère-fille, c'est pas mieux non plus, là. Disons. Ouais, non, ça je le vois. Quel job d'être parent, man. C'est comme un rôle que tu sais pas tant que tu le vis pas. Puis que tu peux dire, parce que moi, j'ai souvent dit, moi, tu sais, maintenant que les enfants de mes amis, maintenant, gérer ton enfant ou tu situation X, pas pareil, pas tout quand c'est. Non, c'est ça. Sais-tu ce que j'ai toujours dit, moi?
J'ai toujours dit qu'être un parent, c'est comme passer un examen final pendant 18 ans puis attendre le restant de tes jours pour ta note finale. Ah, c'est vrai. Et c'est exactement ça. C'est tellement ça. Exact. Hey, Kim! Ben oui! Hey, j'aurais tellement continué parce que là, j'ai Moi l'impression qu'on a aussi. ouvert une porte sur... Enfin, moi, j'étais en train d'apprendre plus que je pensais parce que là, mentalement, je prenais des notes. OK, il a fait ça. OK, il faut pas faire... Hein? OK, on dit pas ça non plus. Fait que... Bon. Hey, on t'embrasse fort, puis c'est sûr qu'on s'en parle bientôt. D'avoir été là. Vous êtes beaux ensemble, c'est le fun de vous voir. Oh, merci! Plaisir. Ciao! Ah, yay! C'est toi, ça? Tu donnais beaucoup de détails à l'époque? Je vais au club vidéo. Mais faut dire pour ta génération, le club vidéo, c'est comme aller dans un musée. Hey, ça fait longtemps! Oh! Allons voir les fossiles de films de l'époque et de comment les gens comme mon père s'entertainaient dans le temps. Je m'ennuie du club vidéo tellement. Honnêtement, moi aussi, puis c'était comme... On y allait vraiment souvent, puis c'était comme notre sortie quand on allait dans le Nord. On faisait d'autres choses. Oui, c'est beau, Maxime Martin, t'es un père le fun. Chérie, on va sur le club vidéo. Oh mon Dieu, papa, t'es donc bien le père le plus cool au monde. OK, j'essaie de partager un moment vraiment tendre pour dire que c'était notre sortie, qu'on allait choisir des films, qu'on allait choisir des bonbons, puis c'était cool. Puis là, tu l'as tout ruiné. Oh non. Oh non. Ça remet en question beaucoup de choses. J'étais-tu correct? De un, ma paternité. Ouais, c'est ça. Vraiment. Écoute, on peut... Moi, sais-tu quoi, je resterai sur un long silence malaisant parce que c'est ce que je ressens présentement. On peut passer à l'autre question. Ouais. Tu faisais ça à la danse aussi? C'est correct, c'est correct. Oh oui! En fait, tu sais, on l'a posté le 24 puis on avait pris la photo le 23. C'était à Saint-Jérôme. On va tout le temps là, on est allé là toutes exactement. les années. Là, tu vois, là, cette année, moi, j'ai continué. Moi, j'ai eu ma photo avec le Père Noël cette année. Ben oui. Tu l'as liké sur Mais réseaux sociaux. l'expérience... Ben non, mais écoute... L'expérience devait être bizarre. Oui. Ben oui, t'es derrière un plexiglas, ça s'est fait à la Malbaie. Mais c'était joyeux en même temps que c'était triste, mais la photo est super belle. Le décor, j'avais vraiment vu un beau décor de Père Noël. Mais ça pour dire que... Me raconter l'histoire, parce que ça, c'est vrai. Quand t'es né, je t'ai déjà raconté, je pense, quand t'es né, pis sans niaiser, c'est très vrai, je t'ai pris dans mes bras, bon, c'est toute l'émotion d'être papa, puis tout ça, puis ta mère venait d'accoucher, puis tu sais, c'est comme la famille, tu sais, c'est vraiment comme... Et je me souviens, à l'intérieur des 5 premières minutes, je me suis dit, C'est vrai! je peux retourner voir le Père Noël, je t'en niaise pas. Et le règlement qu'on avait, c'est que jusqu'à tes 18 ans, Pas le choix. pas le choix d'avoir ma photo annuelle avec le Père Noël. Puis là, quand ton frère est arrivé, on l'a inclus dans cette tradition-là. Ouais, puis il y a eu un moment de rébellion. Depuis 2 ans, vous me choquez. Fait que... Depuis 2 ans, il y en a même pas de... Ben, écoute, j'ai trouvé une façon cette année de le faire. Ok. Fait qu'officiellement, Livia et William... Désirité. Non, mais... OK, tu sais quoi? pas fort. Tu sais quoi? Mon cœur de père est meurtri. Tu sais quoi? Quoi? L'année prochaine, quand la pandémie va être rétablie, on recommence la tradition parce que je suis plus une ado rebelle qui aime pas ça écouter son père. Je l'ai entendu souvent, ça. Non, mais je vous le jure. À Kate, suivre. genre, À suivre. prenez Arrête, tu te note. calmes. Arrête, tu te calmes. Prochaine question. Je me souviens, c'était tellement vrai sans plus, je me souviens. En arrière, ouais, je me souviens plus. Comme si on avait notre propre chauffeur. Puis je me souviens à l'époque, toi t'es parti du rock. Quand t'étais jeune, Foo Fighters, Green Day, t'embarquais. Ça me dérange pas. Non, mais quand t'as commencé à danser, de te confronter à mes choix musicaux. Ben oui. Qui étaient pas. Tu sais, honnêtement, il était temps que je sorte de ma zone de confort, mais tu sais, des fois, je trouvais que ça allait loin Dans le manque de paroles intéressantes. Katy Perry, là, je veux dire, honnêtement, là, c'était un choc pour le père. C'est vrai. Fait que. I wanna see your peacock, your peacock. Puis je savais pas ce que ça voulait dire. De toutes les tunes de Katy Perry que t'aurais pu choisir, t'es en train de chanter Non, celle-là. mais I wanna see your peacock. Je viens de me rappeler, je viens d'avoir T'as un pas chanté flash à à mon Kiss the Girl tour. and I Like It, au moins. Je me dis, c'est pas mal à la mode de
LGBTQ. Une génération qui est toute plus sexuelle anyway, là, tu sais. Non, mais c'est parce que je m'en rappelle, je la chantais, je l'avais dans la tête, puis à cet âge-là, j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Puis mon père était époustouflé. Je le suis encore. J'ai le même malaise. Il comprenait rien, il était genre, quoi? T'as dit ça? Tu chantes pas ça? Puis j'étais comme, pourquoi on me chicane? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? American Idiot de Green Day qui disait Fuck America. Subliminal Mind, fuck America. Ça, t'avais le droit, mais pas I wanna see your peacock. Puis j'ai pas su pendant vraiment longtemps pourquoi j'avais pas le droit de la chanter. Puis là, je comprends. Je m'excuse de t'avoir fait vivre. Depuis que t'en as vu. Oh non! Les humoristes, on cherche quelque chose à faire. Là, c'est l'explosion des podcasts. La preuve. Ouais, c'est ça. Non, mais. Et toi, ton concept, c'est ça, tu dis que c'est populaire aussi. Là. Oui, le monde aime ça, écouter ça, juste en faisant le ménage. C'est super pratique. Là. Tu passes partout. C'est un accompagnateur de corvée. Exact. Mais toi, ton angle, c'est ça. Toi, évidemment, on vit la même chose là-bas que nous ici. Je veux dire, faut s'occuper, il faut se changer les idées. Ouais, c'est ça. C'est avec ce qui s'est passé, je crois que le premier truc que je me souviens que tout le monde avait fait en France, c'était de faire des Instagram live. Ouais, ici aussi. Genre tous les jours où ils avaient des guests et c'est assez simple avec l'interface d'inviter quelqu'un et puis tu fais des trucs. Mais bon, c'est pas hyper bien. Comment dire, c'est difficile à rechercher après. C'est pas de la hyper bonne qualité parce que c'est sur ton téléphone. Donc moi, je me suis mis au début mars à faire des. 2 semaines après le début du premier confinement en France en mars, j'ai commencé à faire des lives sur YouTube avec ma webcam de mon ordinateur et faire ça tous les jours parce que j'avais rien d'autre à faire et je voulais, rester connecté avec le public, 2, faire un truc tous les jours que j'avais un truc à faire parce que sinon, j'ai une petite fille qui a 18 mois maintenant, donc elle avait 9 mois à l'époque. Je me souviens quand t'avais ça. Au maquillage! Tu vois, on parle de 18 ans, hein? Touche-moi pas, je me suis maquillé. Sors de ma bulle. Hey, essaie de me comprendre. Ça va passer comme ça, je t'avertis, Paul. Elle a 18 mois, tu vas te fermer les yeux. Bang! De l'attitude. C'est comme ça, la vie. C'est comme ça que ça se passe. Puis le seul moment où elle voudra de moi, c'est pour faire un podcast où je suis payé pour. C'est un truc comme ça. T'as tout compris? Nous, on n'a jamais été aussi proches que depuis qu'elle est rémunérée. Bon, ça y est. Encore. Et le pire, c'est qu'un fond de vérité. Mais par contre, je vais revenir sur le truc que tu parlais d'Instagram parce que c'est aussi, évidemment, parce que c'est particulier ce que tu vis. Je veux dire, du jour au lendemain, tout le monde s'enferme, plus personne sort, les rues sont vides. Tu vois, entre autres, on a ici quelques exemples de gens qui avaient quand même des bonnes carrières. Je pense à Arnaud Soli, je pense à Matt Duff. Mais eux, par contre, Instagram et justement, pendant la pandémie de sévère des réseaux sociaux, leurs carrières ont explosé. Donc, j'imagine qu'il y a la même chose de votre côté. J'imagine qu'il y a des gens qui avaient, je ne veux pas dire marginal, mais tu sais, je veux dire, c'est pas des gens, c'est pas de eux qu'on avait entendu le plus, qui d'un coup, méga star. Ouais, je crois que ça arrivait. Il y a forcément des gens. J'essaye de penser à des gens en tête, mais j'ai pas un nom en tête. Mais ouais, c'est sûr qu'il y a des gens qui étaient. Oui, si, il y a des humoristes qui avaient pas forcément leur spectacle entier qui tournait en France, etc. Mais grâce aux réseaux sociaux et puis aux vidéos qui faisaient des sketchs après, ils ont explosé en termes de chiffres de gens qui sont abonnés, des gens qui sont vus. Puis forcément, avec ça, il vient de l'argent en termes de brand content, si tu es en partenariat avec des marques et tout ça. Et je crois qu'il y aura pas mal de gens qui vont peut-être se dire, en fait, la scène, c'est cool, mais en fait, je préfère ça parce que je peux le faire de chez moi. J'ai pas l'angoisse de monter sur scène et tester des blagues et manger de la merde sur scène parfois. Mais ça fait partie de l'aventure. C'est ça l'humour, c'est cette insécurité. C'est ça, quand t'es passionné du stand-up, ça fait partie du truc. Moi, j'ai une hâte, c'est de remonter sur scène et manger de la merde. Ça, j'ai hâte. C'est bon. Non, mais c'est vrai, quand t'es humoriste ou quand t'es un artiste, un des trips, c'est d'être sur scène. Puis malgré le fait que des fois, ça va pas bien, c'est le fun de juste avoir l'expérience complète. Mais c'est imbattable, c'est ce que je me rends compte parce que tu vois, nous, on a la chance d'avoir une série télé. C'est ta reconnaissance directe du public, non? Mais pour moi, ça sera toujours aussi une espèce de retour aux sources parce que j'ai commencé par ça. Ouais. Mais, je suis chanceux, je fais de la radio, je fais une série avec elle, là maintenant le podcast, donc on touche à plein de sphères. Mais honnêtement, tu vois, on a eu un premier confinement, là, un deuxième, entre les deux, les comedy clubs ont réouvert.
J'ai participé à des soirées où il y avait 30-40 personnes. Ouais. Et d'entendre les rires, c'est venu me chercher. Et je l'ai dit plus tôt, mais ça me rappelle pourquoi je fais ce métier-là. En fait, ça m'a rassuré de savoir que je le faisais encore pour les bonnes raisons. Parce que tu sais, comme moi, qu'une carrière, c'est beaucoup de gérance. Ben oui. Tu me dis, présentement, on est en compétition contre ceux qui font des podcasts, qui font des stunts sur Instagram, mais peu importe, ou même TikTok maintenant qui vient de s'ajouter. Tu sais. Moi, j'ai hâte de retrouver cette... Parce que j'ai l'impression que quand tu montes sur scène, il y a une tranquillité. Tu sais, il y a des bons soirs, des mauvais soirs, mais tout l'entour, tout ce que ça prend comme énergie pour gérer une carrière, les relations publiques, les entrevues, les décisions du quotidien à prendre, j'ai l'impression que quand tu es sur scène, tu es un peu dans ton aquarium. Ouais, puis tout le monde, c'est un moment, que ce soit pour 10 minutes ou 1h30, tout le monde est en même temps connecté à la même chose, sans distraction. Parce que forcément, quand tu regardes, même moi, quand je regardais des lives sur Instagram pendant les confinements, etc., où je regardais du contenu de gens, souvent, j'ai sur mon ordinateur, que ce soit YouTube ou whatever, je regarde, mais à côté, je regarde mes textos, je reçois un texto, mais je ne mets pas pause sur le truc, je me laisse distraire par les choses. Mais quand tu es dans un théâtre ou un comedy club, il y a pas de distraction. Et comme tu dis, c'est forcément ça quand tu es ici. Et moi, je fais mon podcast, je vais peut-être recevoir un email de quelqu'un qui me dit « Ouais, la semaine prochaine, tu serais dispo pour machin ?» Mais quand tu es sur scène, tout ça, c'est impossible. Sauf si tu fais la connerie de laisser ton téléphone pas en mode silencieux. Mais c'est ton moment, toi. Et Ouais. je trouve que c'est imbattable. Je veux dire, tu sais, quand mettons, dans la série, on joue une scène, oui, pendant une seconde où on échange de dialogue, on oublie l'équipe technique, mais... Mais c'est la même chose pour la scène en même temps. Là, c'est comme tu l'as dit, c'est ton moment de tranquillité. Puis c'est là que tu en profites au max, là, que tu réalises que c'est ça ta job, qu'il y a des gens en avant de toi qui t'écoutent puis qui ont payé un billet genre, pour venir te voir. Mais je sais pas, c'est comme l'expérience complète. Puis je tiens mon bout sur dire que, en attendant les fois que je faisais des shows de danse, c'est vraiment pas la même affaire, mais tu sais, c'est le même principe. C'est de voir la reconnaissance ou juste le plaisir que les gens ont à te voir faire ce que t'aimes. C'est ça que je trouve le plus hot. Là. Et moi, je me suis rendu compte que vraiment, tu sais, je reviens là-dessus, la première fois que j'ai entendu un rire, c'est venu me chercher profondément. J'avais oublié à quel point que j'étais privilégié. Et surtout le bien-être que ça procure à l'intérieur du corps, tu sais. Et c'est ce que je trouve difficile présentement. Et tu vois, j'ai participé à un festival il n'y a pas si longtemps à Québec. Et j'ai toujours pensé, je ne sais pas quoi, naïvement, évidemment, que les humoristes, je pensais qu'on serait ceux qui s'en sortiraient le mieux parce que justement, on peut s'amuser entre nous, on peut divertir avec le web. Et là, je me rends compte que j'étais entouré de clowns tristes. Ouais, je comprends. Que cette lourdeur-là était maintenant palpable même dans le monde de l'humour, tu sais. Puis, tu sais, de notre côté, la question que plusieurs se posent, en fait, tu me diras si c'est la même chose de votre côté, mais tristement, il va y avoir une sélection naturelle par rapport à certaines carrières. Ouais, c'est vrai que... c'est vrai qu'il y aura un avant et un après dans le sens où, que ce soit pour du bon ou du mauvais, dans le sens où je crois que avant cette pandémie et dans la vie en général, quand on faisait de l'humour et on faisait des comedy clubs, moi, quand j'ai commencé à faire ça en 2013, il y avait beaucoup de gens qui commençaient un peu en même temps et beaucoup de ces gens-là, on les voit plus parce que ils en avaient marre de rater les blagues, de pas trouver, de pas pouvoir écrire et puis que ça se passait pas bien. Après, ils ont trouvé autre chose. Et là, je crois que c'est un forceur après un an de pas pouvoir jouer. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais plus quoi raconter en fait. C'est mon ancien spectacle, enfin le spectacle que je faisais qui était en pleine tournée. J'ai pas envie de jouer forcément, j'ai envie de faire autre chose, mais je sais pas ce que j'ai envie de faire autre en fait. J'ai pas forcément des blagues et aussi là, comme tout le monde a vécu le même truc ensemble, soit ça va être assez facile pour certains types d'humoristes à écrire des blagues sur le quotidien parce qu'on a tous vécu le quotidien avec les masques, la distanciation sociale et tous ces trucs-là. Mais l'inconvénient de ça, c'est que comme on a tous vécu la même chose, tout le monde va avoir les mêmes blagues et donc du coup, tout le monde va se marcher dessus par rapport à toi, tu as fait cette blague là-dessus, toi, et donc ça va être assez difficile, je crois, au retour de retrouver sa voix, son style et de quoi on va parler en fait. Ouais, ben c'est drôle que tu dis ça. Moi, tu vois, mon nouveau spectacle, ça faisait 4 mois qu'il était sorti quand tout était arrêté. Puis on déplace les dates, puis on se dit toujours, tu sais, faut vraiment amener ce spectacle-là, lui donner la vie qu'il mérite un peu. Et
je suis entièrement d'accord parce qu'une fierté d'avoir passé autant de temps à préparer. Ça a été un mois de préparation, de rodage avant même la première. Mais je suis à la même place que toi. Je me demande encore à quel point j'ai vraiment envie parce que je sais pas si inconsciemment ça me rappelle un peu tout ce qui est arrivé. Et c'est quasiment comme si, justement, on le sait que les humoristes, on stand vite de nos gags. Donc, déjà, on va aller à d'autres choses. Et donc, honnêtement, je suis à la même place que toi. Mais en même temps, j'ai parlé à tous mes amis ici, tous mes amis humoristes. On se pose ça. T'as-tu écrit? Non. Personne est capable d'écrire. T'as compté, il n'y a rien à faire. C'est parce qu'il y a un sujet de conversation. C'est ça, puis on est écœurés d'en parler. Là, c'est ça aussi, c'est l'avantage où on se dit, peut-être en tant qu'humoriste, on est là, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va écrire. Ça se trouve que le public, comme vous dites, c'est un calice du Covid. Ils ont envie d'entendre l'ancienne vie, ils ont envie d'autres blagues. En fait, ça se trouve que les gens, ils vont venir voir mon spectacle quand ça reprend et ils vont se dire, ah putain, ça fait du bien de ne pas entendre le mot Covid, coronavirus, masque, distanciation, de ne pas entendre ces mots-là pendant 1h30 et juste c'est un peu comme quand on regarde des films, des anciens films period dramas, comme Bridgerton sur Netflix, ça te projette dans un avant, en fait, qui est un peu nostalgique. Est-ce que tu appréhendes cette période-là où tu vas te retrouver devant ton ordinateur à écrire des nouveaux gags? Moi, un peu. L'autre fois, j'ai écrit un 5 minutes et j'avais l'impression que j'avais écrit, tu comprends, 1h30. Juste d'avoir un 5 minutes de nouveau, c'était « Oh, my precious ». Ouais, c'est un peu comme ça, ouais. Mais maintenant, le truc, encore une fois, ça dépend, je crois, le style d'humour que tu as. Est-ce que tu es quelqu'un qui écrit des blagues ou est-ce que tu es quelqu'un qui raconte des histoires marrantes et des anecdotes? Parce que je crois que des gens qui écrivent des blagues, genre setup, punchline, ça devient encore plus difficile, même sans le virus. Mais surtout avec le virus, tu ouvres Twitter, toutes les blagues ont déjà été faites et toutes les blagues, elles sont drôles. Tu fais, ah putain, il y a des gens, ils sont drôles sur ces plateformes-là. Et donc, c'est un challenge en plus de dire, moi, je suis payé pour être marrant. Comment faire pour être plus marrant que le mec qui vient de faire une punchline de fou sur Twitter? Mais rendu là, quand tout va réouvrir, en même temps, je pense que tout le monde va se devoir de peut-être faire un gag ou deux sur le sujet juste pour dire que t'es pas une autruche qui a rien vu dans la dernière année, mais je pense que les spectateurs vont vite avoir hâte que tu passes à un autre sujet et que tu l'amènes. Je pense que pour eux, ça va être change-moi les idées, là, fais-moi oublier ce que je viens de vivre. De votre côté, il n'y a pas de prévision, j'imagine, sur... Non, c'est ça que je m'en ai dit. Évidemment, ici, c'est le néant total. C'est la même chose pour vous? En fait, je crois que l'erreur qui a été faite ici, c'est que... donc, il y avait le premier confinement de mars à mai et tout a rouvert plus ou moins en juin. Les théâtres, je crois que c'était le 22 juin, on avait fait un spectacle, un plateau d'humour où on était plusieurs à faire ça. Le mois de juillet, août, septembre et la majorité d'octobre, tout était ouvert. Il fallait qu'on réduise les jauges, donc on était à 70% maximum de capacité des salles. C'est quand même bien ça, non? Ici, c'était quoi, 50%? Ouais, et donc moi, je crois qu'on s'est donné une fausse de genre, ah putain, ok, on revient. Et fin octobre, donc moi j'ai repris mon spectacle début octobre, donc j'ai quand même réussi à faire une dizaine de dates dans le théâtre où je jouais, donc ça c'était cool. Mais le problème que moi j'avais en tout cas, c'était tu savais pas si les gens ils allaient venir parce qu'ils réservaient dernière minute, parce qu'ils savaient pas si on allait avoir des restrictions ou pas. Les gens, ils ont peur. Donc, il y avait tout ce truc-là en plus de stress, en plus de juste la performance. Et après, en octobre, on a shut down tout en termes de théâtre, bar et restaurant jusqu'à maintenant. Et on n'a pas de date de réouverture pour l'instant. Et je crois que c'est limite mieux parce qu'on a passé ce temps-là à dire, ouais, on ouvre. Et je crois que nous, dans toutes nos têtes, on était à 70% et ça pouvait qu'augmenter. Et on n'était pas prêt mentalement pour avoir une deuxième vague de ce truc-là pendant l'hiver. Mais espérons que là, maintenant, avec les vaccins qui arrivent et tout, l'été va être
comme l'été dernier où il y aura quasiment 0 cas et ils vont pas remonter ils vont remonter un peu mais pas une énorme vague en automne le temps que tout le monde qui a besoin de se faire vacciner puisse se faire vacciner. Mais tu vois ici la plupart des clowns comme je les appelle, je m'inclus. On parle presque de 2022. Une question tout le monde parle de 2022. Mais c'est une question de ne pas être déçu. C'est ça, de ne pas se faire encore une fois de la peine. Tu sais. Et je sais pas si tu as remarqué la même chose, mais les spectacles que tu as quand même eu la chance de faire entre les 2 confinements. Moi, j'ai joué dans des salles de 800, 1000 places. 800 places, 1000 places avec un public de 200. Ouais. Et qui avait tellement faim de rire que sincèrement, c'était le même son que s'ils avaient été 800 ou 1000 c'est drôle que tu dis ça. Moi, j'avais une date dans la ville de Nantes qui était programmée pour le mois de mars. Et qui était reprogrammé pour octobre. Et au mois de mars, c'était une salle de 800 et c'était complet mois de mars. Donc, ça a été reporté en octobre. Sauf que, comme il était complet, on ne pouvait pas jouer dans cette salle parce que c'était 100%. Donc, en fait, on a dû louer une salle de 2000 places pour les 800 personnes qui avaient acheté des billets. Sauf que sur les 800 personnes qui avaient acheté des billets, il n'y a que 600 qui sont venus parce que ils n'ont pas reçu l'email, ils n'ont pas voulu venir, whatever. Ouais, la peur, la crainte, encore une fois. Ouais, et donc moi j'étais dans une 2000 avec 600 personnes et j'avais l'impression d'être dans une salle de 2000. Enfin, le volume n'était pas. Moi, en tout cas, en termes de volume, je ne sentais pas que j'étais dans une salle moins que la moitié pleine. Et je sais pas si c'était la même chose pour toi. Excuse-moi. Mais non, mais moi, je trouve ça full intéressant d'avoir vu l'aspect, mais je pensais que les comedy clubs étaient ouverts en France. Là, non. OK. Puis en fait, puis évidemment, moi, je me souviens la première fois que je suis monté sur scène après 3 mois de relâche, de break. La nervosité était surtout de comment est-ce que moi je vais être en tant que est-ce que je me rappelle comment faire? Oui, un peu, mais c'est la théorie du vélo. C'est comme remonter sur un vélo. C'était la même chose ici, j'imagine pour toi. Après 2 minutes, c'était chez moi, ok, parfait, je l'ai encore. Je suis encore drôle, je l'ai encore. Ouais, les premières 2 minutes, limite, t'es en train de parler à l'envers, t'es là. Ça revient, je suis drôle. Vous avez payé, je suis drôle, on rigole. C'est bon, ça. Mais on sait qu'en général aussi, les Français sont quand même assez révolutionnaires. En fait, c'est la façon polie de dire qu'ils sont hyper chialeux. Non, mais c'est vrai, c'est ce que j'ai toujours. Moi, je me souviens, quand j'étais à Paris, j'allais faire un spectacle à Saint-Gervais dans les Alpes. Et le train a eu 1 heure de retard parce que c'était une manifestation étudiante, puis il n'y était aucune question qu'on déroge. Et je me disais, OK, les Français ont encore cette façon de manifester où on ne bouge pas. Je trouve qu'ici, des fois, les Québécois, on a tendance à se taire vite. Mais là, je me dis qu'avec ce qui se passe présentement, est-ce qu'on sent encore cette espèce de sentiment de on est quand même le peuple de la révolution, ou au contraire, les gens, maintenant, le moral est tellement à plat qu'on fait, bon, on va juste fermer nos gueules et attendre. Je crois qu'au début, il y avait ce truc de... je crois qu'au tout début, les Français, ils sont assez hypochondriaques aussi. Donc, du coup, je crois ça m'étonne pas. Les Français, ils font « Achou! L'hôpital! L'hôpital! » Il y a des pharmacies toutes les 5 secondes à Paris. Et donc, du coup, je crois que tout au début, ils avaient peur. Donc, ils ont fait « OK, on fait rien. » Et au bout, je crois que c'est en vrai quand le gouvernement avait fait la connerie de dire que les masques servaient à rien si on n'était pas nous-mêmes contagieux, dans le sens où c'était pour protéger les autres et pas. Donc, si t'as pas des symptômes, porte pas de masque. Et en vrai, c'est parce qu'ils en avaient pas assez. Et quand ils ont reculé ce truc-là pour dire en fait les masques c'est indispensable, je crois que là tout le monde a fait fuck off. Genre, tu nous prends pour des cons, quoi. Et je crois que là, ça a commencé un peu à bouger. En plus, il y avait les protestes, comment on dit protest en français, j'ai oublié le mot. Les manifestations de Black Lives Matter. On est dans un paradis du franglais ici au Québec maintenant. Voilà, on s'auto-tape sur les doigts constamment, mais bon, on comprend. Donc avec les manifestations de Black Lives Matter, en fait, c'était l'excuse pour dire, en fait, on va sortir dans la rue et manifester. Et je crois que début du 2e confinement, fin octobre, les gens étaient là, non, enfin, on avait vraiment pas envie, c'était vraiment...
Et là, je crois que tu as peut-être raison que le moral, il est juste. C'est juste qu'on a la flemme maintenant. On n'a pas envie. C'est juste. Restons à l'intérieur et puis gardons. Enfin, essayons que ce truc il s'en aille le plus vite possible. Et puis après, mais le premier jour où les bars rouvrent, ça va être un carnage. Ah ben non, ça va être un carnage. Ça va être tellement intense. La même chose, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est, tu vois, moi, quand j'ai arrêté mon spectacle, je débutais, on était une dizaine qui venaient de lancer des spectacles à l'automne. Quelques-uns avaient la chance de lancer leur spectacle au printemps, dans les mois de janvier, février, avant évidemment que ça ferme. Nous, ça a fermé le 12 mars. Certains étaient en préparation pour l'automne. Fait que, tu sais, d'un coup, c'est comme 3 saisons de lancement de spectacles qui vont, tu sais, la journée, qui vont dire « Go, allez-y ». Un peu comme des chevaux au Kentucky Derby. Non, mais c'est vrai, la clôture va ouvrir, on va tous courir. J'ai hâte de voir. Lana Jolie, ouais, je crois qu'aussi, quand tu disais il y aura une sélection naturelle aussi, je crois qu'à ce moment-là, ça va se voir aussi parce qu'il y aura tellement d'offres de spectacles et que la demande, elle ne sera pas forcément… Parce que les gens, ils vont quand même, mine de rien, même si on dit « Ok, les salles sont ouvertes », ils vont quand même avoir un peu d'appréhension pour sortir dans un lieu clos avec beaucoup de gens par peur que ça recommence et tout. Donc, je crois que même si tous les humoristes… Le problème, c'est que souvent… on lance des spectacles à des temps différents. Lui, il commence son spectacle en octobre, lui, il commence en janvier, lui, il commence en juin. Donc là, c'est tout le monde. Dès qu'on annonce une date, tout le monde en même temps. Brrr. Et donc, je crois que ça va être assez intéressant. Forcément, il y aura des gens comme nous, le spectacle interrompu, mais avec des dates qui sont déjà programmées, qui recommenceront, et des gens qui auront potentiellement un nouveau spectacle qu'ils ont écrit pendant la pandémie, peut-être, qui vont commencer à roder tout de suite. Mais… ouais, ça va être intéressant. Et toi, il te restait combien de temps? Ton spectacle était relativement nouveau ou… Ouais, il était comme le tien en fait. Je l'ai rodé pendant un mois au mois d'août 2019 et ensuite je l'ai commencé en octobre. Donc j'ai fait octobre, novembre, décembre à Paris et ensuite j'ai fait janvier, février, mars un peu une tournée et ça s'est arrêté au milieu de la tournée. Je faisais le reste de mars, avril et mai. Une tournée française et ensuite j'étais censé venir chez vous en juillet pour le festival, faire une tournée canadienne canadienne? Non, pour vrai, oui. Ouais, mais pour mon premier spectacle j'avais fait c'était les Alliances françaises qui sont basées un peu partout dans plein de villes qui m'avaient contacté, donc j'avais eu la chance de jouer à Winnipeg. Attention, j'ai déjà habité moi à Winnipeg. Et franchement, c'était le meilleur spectacle de la tournée canadienne. J'avais fait Winnipeg, j'avais fait Edmonton, j'avais fait Vancouver et Montréal et un dernier quelque part où je me souviens plus. Calgary. Oui. Okay, et Winnipeg. Tous des mentalités différentes, on est d'accord, même si c'est des francophones. Ouais. Ici, honnêtement, un peu comme en France, en fait, le sud, le nord, c'est pas la même chose que l'est et l'ouest. Ouais. En fait, parenthèse, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Tu sais, moi, avant d'être sur Paris, j'ai rodé, mais vraiment partout. Et je me suis quand je rodais dans le nord-est, Mulhouse, Strasbourg, dans le quotidien, c'était des gens froids, difficiles d'approche. Mais dans une salle de spectacle, c'était des publics, mais qui étaient déchaînés. T'arrivais dans le sud, surtout, mettons, la Côte d'Azur, je me souviens de jouer à Antibes, où les gens sont accueillants, blablabla. Et une fois dans la salle. Oh, non! Ouais. Écoute, je me suis un spectacle à Cannes où en plein milieu du spectacle, je manquais de faire « Hey, tabarnak, ils savent-tu qui je suis, câlisse? Ils savent-tu? Pourquoi je me fais chier en France? Écoute, j'aurais pris l'avion en plein milieu. Si quelqu'un allait me chercher sur scène et dire l'avion est prêt, j'aurais fait « Fuck you! J'ai une carrière au Québec! » Mais je te jure, j'avais jamais été aussi confronté par un public. Ça m'a toujours fait rire, le contraste. Est-ce que c'est mon imagination ou c'est vrai? Ouais, c'est drôle. Et en général, en France, comparé au monde anglophone, les gens qui viennent au spectacle, ils sont plus, eux, ils pensent qu'ils sont plus respectueux. Limite, ils rigolent et ils font chut, arrête de rigoler. C'est genre, mais ce connard, c'est un spectacle d'humour. C'était censé de rigoler. Mais du coup, comme c'est plus théâtral, parce qu'on n'a pas vraiment vraiment des comedy clubs en France. Et du coup, l'ambiance des comedy clubs, ce qu'on a fait dans les pays anglophones les pays de stand-up, genre les États-Unis, Canada, Angleterre, on a pris l'esprit des comedy clubs et on les a mis dans les théâtres
parce qu'on pouvait jouer devant plus de gens. Et ici, en fait, comme il n'y a pas eu les comédie clubs, en fait, les gens, ils vont au théâtre et ils se comportent comme si c'était une pièce de théâtre, en fait. Mais tu as raison, plus les gens, en fait, ils sont froids parce qu'ils ont froid, plus ils rigolent chaleureusement dans les salles et plus ils ont chaud et ils sont accueillants et chaleureux, moins ils rigolent dans les salles. C'est vrai que moi, quand j'ai joué à Lille, dans le nord de la France, le public, il était en feu. Et même en Angleterre, en Écosse, comme on parlait juste avant l'enregistrement, du coup, nous, on est réputés, les Anglais, pour être assez froids et assez flegmatiques et tout ça. Mais quand on nous met dans un comedy club, ça rigole incroyablement fort. Ouais. Hey, mon cher Paul, quel plaisir ce fut de t'avoir avec nous. Je te dis, je t'entends parler, Man, je m'ennuie de prendre l'avion et de traverser cette espèce de grande flaque bleue qui nous sépare. Ça va être, aussi, là. On se fait une date ensemble. Hey, merci d'avoir été avec nous. Oui! C'était un plaisir et j'ai hâte, moi c'est l'opposé, j'ai hâte de prendre un avion d'ici pour partir là-bas et puis rejouer au Québec et à Montréal et tout ça, parce que c'était vraiment, enfin c'est toujours un plaisir. Et puis comme il y a énormément de Français là-bas, ils sont... par contre, vous aimez bien vous moquer des Français qui habitent là-bas, c'est des connards là-bas. C'est les Parisiens qui vont vivre au plateau. Je vous dis bonjour, je m'appelle Jean-Michel, et je sérieusement, déménageais sur le plateau de Paris. Montréal, en retournant à Paris, tu peux transporter une coupe avec toi. Pas besoin de déclarer aux douanes. C'est ça. J'ai comme un sentiment qu'on se parle très bientôt, puis honnêtement, j'ai comme envie de travailler avec. C'est comme mon man crush du jour. Hey, c'est vrai. Paul, je t'embrasse fort, puis on se parle bientôt. Ça me blague, c'est vraiment le fun. See you Merci. soon. Salut, ciao.